Bienvenue à toutes et à tous. Salut Mr. Brap. Nous sommes de retour sur le Brap Show. Ça, c'est les petites poètes du kéké sur le parking. Tonton, il aime bien. Ouais. Épisode 13 qui va être consacré du coup à la dernière épreuve du championnat AMA Pro Motocross, mais aussi on va commencer à anticiper un petit peu la première épreuve du Super Motocross. Nouveau championnat qui arrive, un se termine, un autre recommence, c'est fabuleux. Et on va parler un petit peu aussi de Motocross des Nations encore, on va parler des équipes. Et c'est parti tout de suite, quoi. On attaque dans le vif du sujet. Bah non, toujours le petit placement produit, vous connaissez, hein, vous voyez la casquette. Pour ceux qui nous écoutent, vous devinez la casquette, elle est blanche, il y a 3 lettres dessus, c'est MGT. Ça surplombe un petit design. On remercie MGT Design d'être avec nous. Ils m'ont fait une kit déco Star Racing qui biche de fou. Et pourtant, je sors pas beaucoup la moto du garage. J'ose plus la sortir en fait depuis que j'ai la déco. J'ai peur de la salir. Mais il n'y a pas de souci. On peut frotter avec les genouillères et tout. La déco, elle se décolle pas. C'est nickel. D'ailleurs, en parlant de ça, à Ironman, j'ai vu plus d'une déco de plaque arrière qui se décollait. Hein. C'est parce que c'est pas du MGT Design. Qu'il fasse chaud ou pas, que les genoux ils frottent ou pas. La déco MGT Design, elle se décolle pas. Donc, merci à MGT Design d'être avec nous. Et on attaque tout de suite dans le vif du sujet. On va parler Motocross des Nations. L'équipe de France du Motocross des Nations a été annoncée par la Fédération française de motocyclisme. Je ne sais pas pourquoi je me pose. C'est la même équipe que l'année dernière. Donc vraiment, les champions en titre qui reviennent défendre leur couronne. Romain Fèvre en MXGP, Tom Vial en MX2 et Maxime Renaud en MX Open. Maxime Renaud, donc quand on en parlait dans l'épisode précédent, on ne savait pas encore, tout simplement, c'est la dernière fois qu'on en a parlé, on ne savait pas s'il serait capable de rouler d'ici là, s'il avait repris la moto, quand est-ce qu'il reprendrait la compétition. Depuis, on l'a vu ce week-end au MXGP de Suisse, donc on sait déjà que Maxime prend de très bons départs, et que, mine de rien, moi j'ai trouvé que son retour, c'était quand même bien, dans le sens où j'ai trouvé que c'était, par exemple, si tu compares au retour de Tomac, ou de Roxen à Unadilla, j'ai trouvé que le retour de Maxime Renaud à MXGP était plus solide. Après, c'est pas la même compétition, c'est pas les mêmes adversaires. Bon, pour le coup, en Suisse, ils étaient beaucoup derrière la grille, mais alors est-ce que c'est beaucoup du même niveau qu'en MXUS? Je vais pas m'aventurer à spéculer. Mais ouais, j'ai trouvé que Maxime, il restait devant quand même assez longtemps, qu'il s'accrochait, et que pour une première épreuve de retour, c'était vraiment pas mal. Ouais, moi j'étais au courant de rien. J'avoue que je le suis pas sur Instagram, donc j'étais pas au courant qu'il revenait. Je sais que j'ai fait un petit tour sur son Insta il y a pas très longtemps justement parce que bon, on en avait reparlé ou je sais pas trop, mais j'ai rien vu. Je savais pas quand est-ce qu'il revenait en piste ou quoi. Donc je savais pas qu'il reprenait là le week-end dernier et j'ai rien vu. J'ai pas vu une seule vidéo non plus du GP de Suisse ni highlight. Rien du tout. J'ai juste vu un article justement qui est passé, encore les grandes lignes. Je suis même pas sûr d'avoir cliqué sur l'article. Mais qui disait justement que, enfin c'était une interview de lui où il disait que il avait réussi à rouler devant, donc j'ai compris que oui, quand il prend des bons départs, qu'il est resté un moment devant et qu'ensuite il est redescendu un petit peu, mais je sais pas combien il a terminé précisément déjà. Je crois qu'il a dû finir 5 et 4 ou quelque chose comme ça, parce que Seward finit devant lui en première manche MXGP, je crois. Seward n'avait pas réussi à le doubler pendant la qualif, mais il a réussi le lendemain en première manche. Et deuxième manche, il fait le shot, il reste devant 4-5 tours quand même, premier. Il se fait ensuite doubler par Prado, puis par Geyser, puis par Erlings, puis par Fèvre. Donc en fait, il doit faire 5 de la deuxième et peut-être 6 de la première. Ouais. Pour 5 ou 6 au général. Ouais, voilà, j'avais compris ça dans les grandes lignes et qu'il disait justement qu'il savait ce qui manquait pour pouvoir rouler au niveau et qu'il sait qu'il va pouvoir travailler pour arriver au niveau justement des premiers et il sait qu'il doit se batailler devant, qu'il a le niveau pour, etc. Donc voilà, j'ai compris tout ça, j'en ai déduit, mais j'ai pas vu une seule vidéo de Maxime Renaud sur une moto. Voilà, mais ouais, c'est sûr que après, ouais, en termes de niveau, c'est vrai qu'en GP, tu prends les 3 de tête, tu rajoutes Fèvre qui revient de blessure, donc qui est quand même un petit peu en dessous encore pour l'instant. Et Souwer qui a toujours été là, mais aux alentours de cette place-là, qui se blesse ou qui se blesse pas, j'ai l'impression que Souwer il est un peu à cette place-là, il est quand même derrière eux et
quelques fois, il en a déjà gagné, mais voilà, c'est quelques petits coups d'éclat. Sinon, après, il reste assez à cette place-là, j'ai l'impression. Mais alors, tu sais, ce week-end, ils n'arrêtaient pas de dire que Stewart, c'était son 200e GP consécutif. Ouais, donc, je me demande si. Bon, j'ai du mal à croire qu'en 11 ans de MXGP et MX2, il ne se soit jamais blessé. Mais je me demande s'il a déjà raté un Grand Prix pour blessure, en fait. Parce que s'ils disent que c'est le 200e consécutif, j'imagine qu'il n'a pas raté de Grand Prix pendant 200 Grands Prix, quoi. Donc, mais oui, je me suis dit un peu la même chose pendant que je regardais la course. Je me suis dit, bah purée, le gars, si c'est vraiment 200e Grand Prix consécutif, donc il en a pas raté un entre. Alors peut-être qu'il en a fait certains où il était diminué physiquement et tout, mais je me suis dit, bon, il y a 11 ans, je sais pas quel résultat il faisait en MX2, mais en tout cas, depuis qu'il est monté en MXGP, en fait, ça progresse pas, quoi. Il y a des fois des coups d'éclat, toujours, et encore même, je trouve qu'il est un peu moins bien que ces années, peut-être il y a 2 ans sur la YAM, où il prenait de bons départs, parfois il roulait bien, mais souvent il tombait. Et cette année, il est quand même un peu plus transparent, je dirais, Stewart. Ouais. Donc au final, oui, est-ce que c'est moins solide qu'un Tomac? Enfin, si on essaie de comparer le niveau, je pense qu'en MXGP, tu as vraiment les 3 devant et tu rajoutes Febvre pour l'instant un peu plus fragile, je pense, pour les comparer un peu au niveau du MXUS. Par contre, derrière, ça suit pas trop, alors que je pense que MXUS, ça doit être quand même un peu plus homogène et que peut-être que se battre pour une 20e place en MXUS, c'est plus difficile que de se battre pour une 20e place en GP. Je sais pas trop, là c'est pareil, hein, je spécule, et puis c'est un peu le débat qu'il y a aussi depuis des années, MXGP versus MXUS, quel championnat le plus relevé, qui sont les meilleurs. Donc je sais pas trop, après c'est sûr que ça reste du coup un bon résultat, et quand c'est en vue aussi d'une sélection pour les Mix des Nations, si tu finis 4-5, alors évidemment du coup tu rajoutes des gars du MXUS, mais ça n'empêche que face à tous ceux du GP, il a sa place, quoi. Il est pas aux fraises, et alors qu'il a passé pas mal de temps dans le canapé. Ouais, et puis pour les nations, c'est hyper encourageant, parce que donc là, deuxième manche, il fait 5, sauf que parmi les 4 devant lui, c'est un autre Français. Ouais. Donc pour nous, moi je peux te dire que quand je les voyais à un moment donné, je crois qu'ils étaient 1 et 3 ou 2 et 4 dans une des manches, je sais plus. Et je me suis dit, oh, ça sent bon pour les nations, ça, quand même. Non, au final, vu qu'on avait quand même beaucoup de Français sur la touche, c'était un petit peu inquiétant. Bon, après, ça va, hein, on joue pas la vie des gens non plus, c'est juste une course de moto. Et puis là, j'ai gagné avec un enduriste, hein, donc ma foi. C'est vrai. Mais donc, c'était un peu inquiétant quand même, parce que peut-être qu'on aurait dû rappeler Christophe Charlier, quoi, en 3e pilote, on savait pas trop où aller chercher. Au final, on a un peu la meilleure équipe qu'on pouvait espérer, hein, parce que de toute façon, Dylan, il galère de son côté aux États-Unis, et je pense que ça aurait pas forcément été un meilleur choix que Renault. Et surtout, là, ce qui est super encourageant, donc oui, Renault, il fait 6-5 des manches, et à peu près pareil au général dès son Grand Prix de retour, et il a encore à peu près 6 semaines pour 3 Grands Prix, 3 Grands Prix de compétition pour continuer à progresser, et 6 semaines de préparation en plus, quoi. Donc moi je trouvais que tout ce qui manquait, c'était peut-être un petit peu de vitesse, et évidemment de la caisse, quoi, parce que il part bien, il s'accroche, mais après évidemment ça baisse un petit peu de rythme, mais bon, c'est normal. On a vu la même chose à peu près de la part de tous les pilotes qui reviennent de blessures. C'est toujours difficile d'avoir 2 fois 30 minutes et 2 tours à un rythme de course sur des pistes complètement défoncées dès que tu reviens. Surtout que Maxime Renault, il est revenu vite. Je ne sais pas s'il a 5 semaines de moto derrière lui pour reprendre, tu vois, j'en doute fortement. Ouais, je crois que j'avais vu un truc aussi passer sur Facebook, comme quoi il avait repris la moto à Mini-Rui, justement. Ouais. Mais je me souviens plus, c'était il y a combien de temps. Et d'ailleurs, James en parlait pendant la course, quand il était aux commentaires. Il a dit non, mais on roule toujours plus que ce qu'on dit, par contre. On vous dit toujours on a que 2-3 semaines, et c'est à peu près le double généralement. Vous inquiétez pas qu'on roule quand on revient de blessure. Donc oui, Romain Febvre, donc top. Tom Vial qui enfin gagne une course en plus aux US. Et l'année dernière, il a fait une saison outdoor, j'ai envie de dire correcte pour une année de rookie, quand même, de la part d'un 2 fois champion MX2. C'était quand même un petit peu décevant de le voir gagner qu'une course à Southwick, mais c'est quand même on sait qu'il y a quand même beaucoup d'adaptations, et qu'il avait passé beaucoup de temps à se préparer au Supercross. Les motos sont pas les mêmes aux États-Unis, pas les mêmes règles, pas le même carburant, pas les mêmes terrains, pas la même préparation. Donc
ça se comprenait quand même. Mine de rien, malgré avoir fait toute une année aux États-Unis l'année dernière, il est arrivé aux Nations en France et c'était clairement le meilleur pilote MX2. Donc même si cette année, au final, la saison outdoor est presque similaire, je sais pas, il y a eu peut-être des moments où il était peut-être plus solide que l'année dernière, peut-être moins en dents de scie, si on compte pas forcément les chutes, parce qu'évidemment les chutes du coup affectent vachement les résultats. Mais en termes de sa performance, de son roulage, il était peut-être plus souvent parmi les 3 meilleurs. Et oui, puis parce que je pense aussi que Digan était encore meilleur aussi que l'année dernière. Donc en réalité, il se fait battre. Mais par rapport à la saison, si on compare Tom Vialle de 2023 à Tom Vialle 2024 en outdoor, il était quand même, je pense, meilleur que l'année dernière. Après, c'est sûr que c'est pas juste un combat avec lui-même, quoi. C'est avec d'autres. Et donc quand les autres progressent plus vite, c'est pas suffisant. Donc c'est vrai que je pense que cette saison elle est quand même un peu plus décevante. Et je pense pour lui, c'est sûr aussi. D'autant plus que, enfin voilà, c'est dire qu'il a gagné le SXUS et que par contre le MXUS, il gagne seulement une épreuve, qu'il a gagné plus d'épreuves de SXUS que d'épreuves MXUS. Je pense que même lui, il ne s'attendait pas du tout à ce ratio-là et à ce que ça se déroule comme ça. Je pense que n'importe qui, et même lui, aurait dit je vais sûrement gagner un titre MXUS avant de gagner un titre de Supercross, quoi. Ouais. Et en fin de compte, ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça. Donc je pense que ça fait un gros contraste avec ce qu'il pensait faire cette saison-là. Donc ouais, je sais pas trop quel est son état d'esprit lui actuellement, s'il met beaucoup sur la moto ou pas, parce qu'on a quand même entendu sur les interviews qu'il n'était pas super satisfait de la moto et que comparé à la YAM, etc., à chaque fois il en manquait. Donc ouais, je sais pas trop, c'est vrai que c'est quand même décevant. Et même ce week-end, enfin je pense qu'on va y venir, mais sa deuxième manche l'est un petit peu. Ouais, c'est décevant. Donc il gagne le général, mais merci Digan d'avoir fait une manche de merde en première manche, quoi. Ouais, on peut tout de suite en parler. De toute façon, on reviendra un petit peu sur le sujet des nations quand on parlera de l'équipe américaine. Mais oui, Tom Vialle, je me suis dit, quand j'ai vu cette deuxième manche, et où de toute façon il l'a tout de suite admis sur le podium, et ça c'est cool quand les pilotes ils te disent la vérité. Genre, il était fatigué, il n'en pouvait plus et ça se voyait. Il paraît qu'il faisait pas, en termes de température, il faisait pas hyper chaud à Ironman, mais que c'était très humide. Donc quand c'est super humide, tu ressens quand même beaucoup de chaleur, tu as du mal à respirer, tu transpires, tu perds de l'eau, tout ça, quoi. Et donc ouais, il a dit qu'il a tout donné. Et c'est cool qu'il ait tout donné et que voilà, il se soit donné pour essayer de garder Digan derrière lui. Et au moins là, il sait où est la faiblesse. Il sait que c'est pas tant en termes de pilotage qu'il est vraiment en dessous de Digan, mais enfin, il l'a vu clairement. Il y a pas, on peut pas, c'est même plus de la spéculation là. C'est que clairement, physiquement, Digan y était au-dessus parce que Digan il a maintenu le rythme pendant les 30 minutes et de tours. Alors que lui, il a tenu 15 minutes et il s'est accroché au guidon pour essayer de le maintenir derrière lui. Peut-être qu'il a aussi un roulé un peu moins propre parce qu'il poussait plus et qu'il s'est un peu plus cramé physiquement. Mais après, Digan, même si techniquement il sait faire de belles choses, c'est pas le pilote le plus propre non plus quand il fait les courses. Il s'accroche aussi beaucoup et il dépense l'énergie, je pense, tout autant et il fait des erreurs et il tient quand même toute la durée de la deuxième manche, quoi. Que Vialle, au final, ça a après beaucoup baissé de rythme et il regardait beaucoup derrière parce qu'il n'en pouvait plus. Et quand il s'est arrêté, il est vite allé chercher une chaise parce que c'était difficile, quoi. Je vois que tu as l'air pas tellement d'accord. Ouais, je sais pas si c'est un problème physique. Moi, je pense que justement, c'est quand il te manque de la vitesse pour accrocher celui qui est devant et que cette fois-ci, en fait, tu pars devant et qu'il te revient dessus. Bah voilà, ouais, tu t'accroches plus au guidon et tu essaies de pousser un peu plus. Donc en termes de vitesse, est-ce qu'au final, tu vas un petit peu plus vite? Ça, c'est pas sûr. Mais surtout, voilà, tu essaies de t'accrocher encore plus, de pas lâcher, de repousser. Et du coup, je pense qu'il y a aussi cet aspect mental. Et je pense Digan, il a plus l'avantage mentalement que physiquement sur Vialle. Et que mentalement, Vialle, quand on lui met sur le panneau Digan plus 1 et qu'après Digan plus 0,5, c'est que là, putain, non, faut pas que je la lâche, pas celle-ci, machin. Enfin, il sait qu'il a quelque chose à prouver à lui-même, tout le monde, face à Digan aussi qui justement a une grande gueule et qui dit je les ai tous exterminés, machin. Il faut que je le fasse taire parce que Vialle il répondra pas justement avec de la parole. Et puis de toute façon, c'est pas avec de la parole qu'il faut répondre. C'est d'abord je réponds sur le terrain et à la limite, si j'avais la même grande gueule que lui, je lui dis tu peux toujours parler, je te l'ai mise là, tu vois. Et ça on sait qu'il le fera pas, mais donc c'est sur le terrain et je pense que c'est pour ça qu'il essaie d'en donner encore plus et peut-être d'en faire trop du coup Vialle à ce moment-là. Mais par contre c'est vrai que
Enfin, parce que là, il s'est retrouvé dans une posture de choses qu'il a jamais faites. Je veux dire, fermer une porte comme ça au risque de tous les deux le carton, tu vois. Enfin, je me souviens en début de saison, une fois aller dans l'intérieur dans le dernier tour, là. Et au final, il était tombé dans les premières épreuves. Où là, pareil, il s'était fait doubler vers la fin de la manche. Et au final, il s'était accroché, il revenait dans le dernier tour. Et puis, il a fait cette petite chute. C'est des choses qu'il a jamais été habitué à faire en GP. Qui est pas trop, je pense, dans son état d'esprit et sa façon d'être. Tu vois, je pense que Vial, c'est un peu plus comme un Rogzen où je vais essayer de dépasser proprement avec la vitesse parce que je suis plus rapide. Je finis devant, tu vois. Et Digan, un peu plus un Barcia où même si je suis pas plus rapide, ce qu'il nous a pas montré jusque-là, il nous a très souvent montré qu'il était plus rapide, mais voilà, c'est même si je suis pas plus rapide, bah ce sera mentalement ou en te bloquant, en fermant la porte, en te mettant en contact, en te sortant, enfin voilà, peu importe, mais je vais utiliser de toutes mes cartes pour pouvoir obtenir la victoire, alors que Vial, ça va plus être comme un Rogzen, j'ai l'impression, j'utilise ma carte de je suis plus rapide, donc c'est à moi de gagner, mais toutes les autres cartes, je les utiliserai pas. Si j'ai pas la carte de je suis plus rapide, je peux pas gagner en fait. Il va pas utiliser le joker bam bam. Voilà, du coup c'est pas à moi de gagner. Et là effectivement on l'a vu changer, enfin je veux dire venir serrer comme ça à l'intérieur alors qu'il arrivait derrière, sûrement peut-être des gros rupteurs, enfin la gamme tu l'entends, etc. Digan tu l'entends, c'est des choses qu'il a jamais faites et je pense que de faire ça forcément il le fait pas super serein et agrippé au guidon, en apnée aussi très certainement et je pense que c'est ces actions là qui l'ont cramé et qu'une fois qu'il était passé, ben voilà c'est pareil. Ah putain, ouais, j'ai tout donné, j'en peux plus, et j'arrive à m'accrocher tant que je suis devant, et une fois que je suis passé, enfin tu vois, ça c'est des trucs que tu vis aussi, même à n'importe quel niveau, t'es dans une course et tout, je le tiens, et puis le moment où on a doublé, déjà là, j'étais mort pour le tenir, maintenant qu'il est passé, j'aurais jamais ce qu'il faut pour repasser, ou pour le maintenir au cas où il fasse une chute, parce que là, tu vois, c'est pareil, il aurait fait une chute, il aurait pu repasser, bah non, là, il a tout lâché, donc je pense que c'est plus vraiment ce changement de pilotage, un pilotage qu'il n'a pas l'habitude de faire. Parce qu'après, je pense que physiquement, c'est pareil, Vial, il s'est pas blessé depuis un petit moment là quand même. Donc physiquement, il fait ce qu'il faut. Je sais pas si sur le programme physique, ce qui suit, s'il est aussi avec Kitchen et Sexton. Ouais, il suit le même programme que Sexton physiquement. Ouais. Mais tu sais, le truc, et c'est super intéressant parce que DV, il en parlait avec Marvin enfin, moi en regardant la course je me suis dit que bah voilà il manquait quand même de physique par rapport à Digan. DV il a plus développé dans ce sens là aussi après dans leur podcast et ce qu'il dit c'est que donc il suit le même programme que Sexton qui est fait par Peter Park qui est un mec qui est basé en Californie alors que les deux ils s'entraînent en Floride toute l'année tu vois donc ils voient pas le gars. Et en fait, il leur envoie le programme, il y a un suivi, mais il n'y a personne qui est dans la salle à surveiller les reps et à coacher vraiment, tu vois. Et donc, bah, Sexton, il peut le faire avec l'œil du tigre et mettre de l'intensité de fou dans chaque exercice, ou Vial, peut-être qu'il en mettra un petit peu moins, tu vois, et peut-être qu'il aura besoin de quelqu'un qui lui dit non, je sais pas, quand tu fais tes burpees, saute plus haut ou va plus vite, tu vois, et l'intensité que tu mets et l'application que tu mets dans les exercices, même si tu fais le même nombre de reps que quelqu'un d'autre, ça va aussi impacter, j'imagine, à la fin, surtout si tu mets sur 3 mois et même sur 6 ensuite, parce qu'il y a 3 mois ou même, là de toute façon on est au 8e mois de l'année et ils ont eu 3 mois de préparation avant ça, donc ils sont à 11 mois qui s'entraînent, quoi. Il y a eu 3 mois de prépa et maintenant 8 mois de maintien, et tu vas le ressentir, quoi, si l'intensité elle est pas là dans ta façon d'appliquer les exercices. Donc oui, ils suivent le même programme, mais c'est pas pour autant qu'ils vont avoir la même qualité physique, quoi, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est sûr que si c'est un programme qui est pour les deux et qu'il n'est pas spécialement adapté, on sait très bien, ce que je suis bien placé pour le savoir, c'est qu'il n'y a pas une recette magique et qui fonctionne pour tout le monde, on est tous différents. Donc c'est sûr que... Mais après, quand tu sais que tu fournis le même travail, mais après ça peut être trop, hein, c'est pareil, on peut rentrer après dans du surentraînement, etc. Ce qui va pour Sexton ne va pas forcément pour Vial et qui n'irait pas pour un autre. Donc c'est sûr qu'il y a une adaptation à faire sur les programmes à ce niveau-là. Et oui, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui tout seuls vont réussir à aller dans leur retranchement et à repousser et à faire ce qu'il faut, et d'autres qu'il faudra violenter un petit peu, pousser. Donc c'est sûr que ça fait pas tout. Mais je pense qu'à ce niveau-là, ouais, je suis pas persuadé moi que Vial soit vraiment physique, c'est plus un roulage qu'il n'a pas l'habitude de faire, qu'il a été obligé de donner, et que quand tu roules pas dans tes habitudes, que tu changes ça, t'es moins serein, tu vois. Il a peut-être roulé quand même plus crispé aussi. Voilà, comme nous, là, moi, j'ai fait une course sur un sol glissant, t'as jamais l'habitude de rouler sur du glissant, le glissant à 2 à l'heure, au final, c'était
peut-être plus fatigant pour moi que quand c'est sec et que je suis là à pousser, à essayer de voilà, parce que j'étais juste voilà, sans arrêt en train de bouger comme ça, donc je m'agrippe encore plus, etc. Bah là, pareil, quand tu dois passer tout à gauche, virer tout à droite, et risquer la chute, c'est pareil, Vial, à la base, c'est pas un pilote qui tombe de trop, donc c'est pas un pilote qui va prendre trop de risques ou qui aura tendance à faire des erreurs, ni des erreurs graves, donc forcément, c'est pas non plus dans son habitude, dans son pilotage, d'aller couper des lignes comme ça, d'aller au contact même pour faire un dépassement ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est plus ça qui l'a usé. Alors qu'un Digan rouler comme ça, rouler avec des scrubs, bah, il roule tout le temps comme ça, tu vois, c'est son pilotage. Donc je dis pas que lui, ce qui serait le plus fatigant, ce serait de rouler propre, technique, machin, voilà, tout debout en finesse, etc. Mais ça n'empêche que si tu le mets sur une autre texture ou une autre façon de piloter. Lui, il le ferait peut-être de manière crispée, en fait, Digan, vu qu'il a Ouais. pas l'habitude de le faire. Ouais. Lui, il est en train de scrubber, de mettre la moto un peu dans tous les sens, partir à droite puis à gauche. Et puis mais il le fait de manière très relâchée parce qu'il a l'habitude de le faire. C'est ça, et puis avec très à l'embrayage, etc. Donc lui, c'est des compensations qu'il a créé, quoi. C'est que quand tu utilises l'embrayage, quelqu'un qui n'utilise jamais l'embrayage, il va mettre un coup de gâchette, la moto elle lui part, ça te tire sur les bras, ça te tire partout. Quand tu as l'habitude de rouler avec l'embrayage, bah, tu mets la posture, tu as l'adaptation physique qu'il faut, tu as les micro-ajustements en fait qui te permettent de rouler comme ça et de pas te fatiguer. Quelqu'un qui roule pas à l'embrayage, tu lui demandes, moi dans ce virage là, tu mets à fond, tu fais comme Thomas, tu mets la poignée à fond et tu gires juste à l'embrayage, comme ça, tu te surprends, donc tu t'accroches plus. Bah, ça se trouve, Zigan, tu ferais rouler fluide, tu l'enlèves l'embrayage, tu roules sans embrayage. Bah, il essaiera de rentrer plus vite ou d'accélérer plus tôt pour pas que la moto ait de temps mort, et au final il se surprendrait, et je pense que c'est ça là. Du coup Vial s'est surpris à devoir sauter dans l'intérieur, à voir qu'il y a Digan juste là, recouper. Il sait que il a vu Digan le regarder quand il l'a doublé avant la ligne de départ, donc il a vu les vidéos de Digan avec Smith, il a vu les vidéos de Digan tout court, il roule avec Digan, donc il sait très bien comment il joue Digan, et ça, Vial, c'est pas un truc même en GP, genre Vial, avec qui il a joué comme ça en GP, de je freine, hop, je te bloque, boum, je repars, je vais te mettre un contact et tout. Non, c'était toujours à fond, tu vois, avec Gerd c'est à fond, et le plus rapide l'emporte à la fin, tu vois. Mais ouais, donc je pense que c'est plus ce changement de pilotage qui lui a fait cramer plus d'énergie et l'a fait être mort quand même assez tôt, quoi, parce que c'est arrivé au milieu de manche, non, cette bataille entre les deux. Et ça nous a jamais montré ça non plus, tu vois, qu'en milieu de manche, d'un seul coup, bam, après une bataille, alors qu'il y a eu d'autres moments où il s'est bataillé un petit peu. Il y a eu une combinaison de facteurs, je pense, comme on parlait de l'humidité aussi, qui fait que le fait d'avoir roulé de cette manière-là, c'est dans la deuxième manche, donc il en a déjà une dans les pattes, et en plus c'est sous l'humidité, et pareil, donc il a une première manche dans les pattes, où déjà physiquement c'est plus dur que d'habitude. Tout ça a fait que je pense que ça a vraiment accentué le fait qu'il ait la baisse de régime en fin de deuxième manche, quoi. Je voulais parler... Normalement, on y viendra après, on va continuer pour l'instant sur la catégorie 250. On va tout de suite aller sur Ken Roczen, qui était là en 250 ce week-end. Bon, bah, cool quand même de voir Ken faire une petite course en 250, genre c'est marrant, c'est divertissant. Puis ça fait un truc à regarder parce que vu que le championnat de toute façon était déjà joué avant même le départ de la première manche dans celle-ci, voilà, ça mettait un petit peu d'épices dans ton plat, comme tu dis là. C'était en train de te dire, il y a une petite nouvelle saveur là, il y a une jaune devant en 250. Ouais. Bon, il fait une belle première manche, j'ai noté, mais au final, un peu comme Ayana dit là, l'endurance c'est compliqué quand même. Ouais. Même sur la 250. Après. Souvent, on dit que la 450 c'est plus physique, et Hunter en a parlé plusieurs fois aussi cette année, c'est que quand tu prends des coups de raquette sur une 450 pour s'accrocher, c'est plus dur que sur une 250 et tout. Mais en termes de pilotage, et surtout quand tu es un Ken Roczen qui s'est roulé avec une 450 de manière quand même très, très finement, j'ai envie de dire, rouler sur une 250, tu es obligé de mettre plus d'intensité, de rouler plus haut dans les tours et peut-être de plus toi pousser la moto parce que pour essayer de compenser un peu un déficit de puissance. Est-ce que tu penses que pour un Roczen, ça devrait être moins fatigant de rouler en 250 qu'en 450 ? Je sais pas trop. Moi, je pense pas que ça change énormément l'un ou l'autre. En 450 justement, moi, j'ai roulé 3 fois, je crois, sur une 450 et je me laissais beaucoup plus couler parce qu'effectivement, la puissance de la moto, mais tu vois, c'est moi, à mon niveau d'amateur et de pas savoir rouler avec une 450, c'est que c'est tellement puissant que je sais qu'il faut pas trop en mettre. Pareil, sur une 250 de temps, ça tracte tellement que, en fait, il faut pas trop en mettre. Et je me contentais juste de rouler, de gérer les gaz, tu vois. Je me suis jamais entraîné pour pousser, etc.
eux à leur niveau, tu vois que la 450, ils la malmènent beaucoup plus que moi je malmène une 250 ou même une 85 si je montais sur une 85, tu vois, sur un truc beaucoup moins puissant. Donc eux, au final, les motos, ils les mettent à fond, tu vois, même à 450, ils les mettent à fond. Bah là, ça dépend qui. Genre Tomac et Garcia, ils te mettent le 450 à fond. Mais Roxen, tu vois, c'est connu que enfin, les pilotes disent souvent Tomac, quand il est derrière toi, tu l'entends. Roxen, il double, je savais même pas qu'il était derrière toi. Ouais, oui, c'est sûr que c'est un roulage plus fluide et plus en douceur, mais en fin de compte, moins physique du coup que la 250. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop d'avis sur. Parce que tu dois en mettre plus, mais tu vas moins vite aussi. Enfin, tu vas moins vite. C'est pareil, ça c'est dans les idées et dans l'absolu, parce qu'en réalité, tu regardes les chronos, parfois ils sont proches. Et Ouais, tu vois, ils sont et c'est différents. souvent que je me pose la question quand je vois du coup un Roxen 5ème par exemple en 250. Digan, j'aimerais le voir avec une 250 au milieu des 450. Et de voir combien il finirait avec sa moto, son moteur, tout ça, là, sur cette piste-là, sur laquelle il gagne là, en deuxième manche, le mettre avec les 450 et voir où est-ce qu'il termine. Tu vois. Mais le problème, c'est que je pense qu'un Digan, il ferait entre 12 et 8 parce qu'il va être vachement désavantagé au départ en fait et qu'il va devoir cravacher toute la manche et prendre des projections de 450 et je pense que c'est là que ça va être vraiment difficile. Ouais, c'est que tu vrai, vois, t'as le facteur départ. il va parce peut-être que- partir 18 et il va pouvoir remonter peut-être 8 en 30 minutes. Ouais, Et parce que moi, en dehors de ça, tu vois, du coup, en dehors du départ, en dehors du départ, je le mettrais peut-être entre 3 et 5 ouais, peut-être. moi je le mettrais là aussi. Je pense, tu vois, Tomac, je pense qu'il roule avec Tomac, voire il finit devant, du coup, là. Ouais, ce week-end ce peut-être, week-end. ouais, mais parce que encore une fois, Tomac, on va y venir, mais retour de blessure et ça manque encore un peu de physique. Ouais, c'est sûr. Non, oui, en l'état actuel des choses. Mais, Ouais, clairement. mais ouais, du coup, Ouais, et encore, j'ai envie de dire, tu vois, alors, admettons, ils font tout le championnat où Digan est sur sa 2,5, ou genre même juste les 4-5 dernières épreuves, Digan est sur sa 2,5, on compte pas le départ. Genre, on imagine qu'ils ont réussi à partir vraiment pile poil ensemble. Et les autres sur leur 4,50, je pense qu'avec Plessinger, ils s'échangent les places une manche sur deux presque, tu vois. ouais, je sais pas. Mais et puis du coup, j'essaie de faire le parallèle avec quelque chose que j'ai plus fait, tu vois, passer de la 250 à la 125 par exemple. Mhm. Et j'ai pas le sentiment de me fatiguer plus sur la 125 parce que tu vois, en plus c'est plus léger. Donc après, moi c'est pareil, je roule pas sur des terrains où il y a des sauts énormes à passer. Donc en vrai, ce qui passe avec le 250, ils passent tous avec le 125 aussi, tu vois. D'autant plus que c'est plus léger. Donc je me sens pas spécialement désavantagé avec la puissance. Donc ouais, j'ai du mal à voir la difficulté de switcher d'une à l'autre si ce n'est l'adaptabilité en fait effectivement là il va falloir que je passe plus mes rapports. Quand est-ce que je dois passer mes vitesses aussi, je dois les passer plus vite que sur un 450. Mis à part cette adaptabilité là et du coup les réglages, parce que eux ils roulent pas avec des motos d'origine aussi, donc avec des moteurs qu'ils ont développés, etc. Là il disait qu'il avait testé avec le Team Barrix Suzuki. Ouais. Donc c'est eux, il y a une grosse adaptabilité, en fait, une plus grosse que nous, je pense, qui roulons sur des motos d'origine, avec des moteurs d'origine. Et du coup, j'ai du mal à me rendre compte de la difficulté de passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que du coup, moi, de l'extérieur, je me dis, un Roxen qui fait 5, tu vois, je me dis, c'est pareil. Est-ce qu'avec de la préparation, je me suis posé la question, est-ce qu'avec de la préparation, il repart sur un championnat 2,5? Est-ce qu'il roule devant? Est-ce qu'il a le niveau de Digan et Vial ou pas? Et je me dis, mais pourtant, c'est quelqu'un qui roule en 4,50 devant quand même, tu vois. Et ma réponse sur le moment, quand je vois ce qu'il produit, c'est je me dis, à mon avis, il en manquerait, il se battrait pas forcément pour le titre. Enfin, il serait plus au niveau de Kitchen peut-être, tu vois, faire une saison comme a fait Kitchen, même si Kitchen a très bien fini. Mais je vois pas spécialement jouer la gagne, alors que c'est un top 3 450. Ouais, mais alors en fait, il y a peut-être une misconception qui est qu'on pense forcément que les top pilotes 450 sont meilleurs que les top pilotes 250. Mais si tu regardes l'année dernière, Jet Lawrence, il a commencé l'année en 250 et il est allé gagner toutes les courses 450 l'été, quoi. Ouais. Donc il y a aussi en fait ce facteur où en plus je pense que Digan, pas au même degré que Lawrence, mais je pense que Digan il fait quand même partie de ces pilotes 250 qu'on a perdu un peu l'habitude de voir, mais qui va vraiment très bien performer dès qu'il va passer en 450. Et j'y pensais un peu plus tôt, je me disais, au final, Lawrence et Digan, c'est un peu les premiers qu'on a eu depuis Cianciarulo et Faulkner, qui sont des pilotes où depuis l'amateur, en fait, tu t'attendais à ce qu'ils soient vraiment très bons en pro, et ils sont passés en pro et ils sont effectivement très bons. Et Lawrence maintenant même en 450. Et Digan, vu la mentalité qu'il a et
la courbe de progression qu'il a, moi je serais pas surpris de le voir. Je dis pas qu'il va aller gagner un titre dès sa saison de rookie, surtout qu'a priori Lorenz sera toujours derrière la grille et Sexton aussi, mais qu'il aille chercher quelques podiums et peut-être gagner des manches dès son année de rookie. Digan, je serais pas non plus surpris, quoi. Je serais surpris s'il fait pas mieux qu'un top 5. Tu vois. Ouais, mais c'est ça, oui, je pense que dans la représentation, on a les gros bras, les 4,50 et les plus jeunes, et voilà, c'est les plus jeunes, ils sortent de l'amateur, donc moins rapide, tout moins, quoi, tout moins. Et en fin de compte, ouais, non, il y a des pilotes 250 qui auraient leur place, même avec une 250 au milieu des 450. Donc, voilà, on pourrait parler un peu des nations, mais je trouve que vu que c'est un événement quand même bien à part, c'est pareil, aux nations, on a vu les performances de Plessinger et de Craig. Alors, Craig différent, blessé tout le temps un peu, là c'était compliqué l'année dernière. Ouais. Mais un Plessinger, pareil, il a été transparent l'année dernière. Les deux, Hampshire, même chose, ils ont tous été loin. Une manche correcte, je crois, Plessinger, et une manche vraiment pas bonne, mais je sens qu'il y a une manche où il fait dans les 5. Ouais. Plessinger. J'ai même pas le souvenir de ça. Moi, je me souviens que les US, c'était aux fraises, quoi. Hampshire, pareil, tout le temps derrière. Alors, lui aussi, des chutes au départ, tout ça, mais aux fraises, quoi. Et puis voilà, c'est un événement un peu particulier. Quand en équipe, tu joues aussi ça, c'est plus toi, c'est plus sur un terrain européen. C'est pas pour des millions non plus, là, pour le coup, parce que j'ai pu comprendre que les nations, ça paye pas grand chose. Donc, ça paye rien. Voilà. Enfin. La fédération française, je crois qu'elle donne un bonus quand les pilotes gagnent, mais par rapport à ce que les pilotes gagnent le reste de l'année, c'est pas grand chose. Donc c'est pas les mêmes risques à prendre, et c'est une course totalement différente. Donc je pense que c'est pas la meilleure course, même si c'est là qu'on a des 250 au milieu des 450 et qu'effectivement tu vas voir un Vial en 250 fini devant tous les 450 sauf Renault dans une manche. Donc, c'est vrai que j'essaie souvent cette représentation-là et je me pose ces questions sur. Tu mélanges tout au final et tu fais un championnat, chacun roule avec la moto qu'il veut, du coup, avec sa 250, sa 450. Donc, après, oui, il y a toujours le facteur départ et sûrement la raison pour laquelle aussi, même à Paris, il y en a pas mal qui prennent au final la 450. Enfin, je me souviens. Après, Ferrandi, je pense que lui, c'était plus dans l'optique de préparer les années futures quand il était venu et qu'il venait de gagner en 250, mais qu'il avait roulé avec la 450 à Paris. Et aussi parce que je crois qu'ils pouvaient pas avoir leur moto de course non plus des US. Ça coûte trop cher de ramener la moto entière, donc ils ramènent des suspensions. Une 450 plus ou moins d'origine qu'une 250 d'origine, quoi. Puis tu vois, Rick, quand il l'avait fait en 2020, ou non 2021, il n'y avait pas eu à cause du Covid, mais 2021, et où c'était avec beaucoup de pilotes de GP, c'était une piste vraiment adoucie et tout, il avait dit qu'il s'était pointé avec le moteur était neuf, quoi. Il a fait le Supercross de Paris en rodage, en gros. Donc c'est peut-être aussi parfois le cas et faire le Supercross de Paris en rodage sur une 250 c'est peut-être encore plus risqué, plus compliqué pour le moteur et tout, donc il y a peut-être de ça aussi, quoi. Ouais. Mais du coup notre ami Roxen, donc ouais, l'endurance c'était pas là. Est-ce qu'il va avoir 2 fois 20 minutes dans 2 semaines pour la première épreuve du SMX? Je pense parce que le SMX c'est quand même plus typé supercross que motocross et du coup je pense que physiquement en comparant du coup les temps des manches, etc., c'est quand même moins dur le supercross pour eux physiquement que le motocross, encore plus quand il n'y a pas autant d'ornières. Après cette année du coup c'était différent, on a eu beaucoup d'ornières en supercross, donc ça rend le truc un peu plus physique aussi, parce que quand tu peux pas sauter, il faut que tu sautes dans 3-4 cm comme ça. Et quand il faut que tu sautes là où tu veux, peu importe, tu peux aller droite, gauche, machin, c'est pas la même chose, c'est pas la même fatigue. T'es plus tendu, la fatigue nerveuse n'est pas la même non plus, et tu dois redoubler de concentration aussi pour bien placer tes roues dans un rail et pas là où tu veux, n'importe où, quoi. Tu retiens un peu plus ton souffle à chaque fois que tu sautes un petit peu plus à côté qu'est-ce que tu voudrais. Donc je pense que si c'est pas justement une piste trop creusée et trop trouée, que ce sera que c'est possible de faire les 2 fois 20. Ouais. Alors normalement la première, je crois que c'est au même endroit que la première de l'année dernière, tu sais, donc c'était une terre un peu rouge et tout, et c'était pas trop défoncé, enfin ça va. Les pilotes avaient dit quand même que c'était hyper compliqué de régler la moto parce que il y avait des portions outdoor et un seul enchaînement supercross, et en même temps je pense que la terre était un peu dure et c'est quand même il y a quand même eu des trous au freinage et tout. Mais ouais, c'était pas une piste avec des ornières de, je sais pas, 30 ou 50 cm de profondeur, avec 5 rails dans les virages et tout.
Donc à ce niveau-là, ouais, ça devrait peut-être aller. Je voulais noter Masterpool qui finit quand même 5e du championnat. Devant malheureusement Shimoda qui s'est blessé la semaine dernière et du coup derrière. Donc Shimoda qui a quitté Pro Circuit et Masterpool qui a récupéré la moto un jour avant le début du championnat. Bon bah t'es Pro Circuit, tu dois être quand même content d'avoir récupéré Masterpool, même si les résultats étaient moins flamboyants en fin d'année que ce qu'on a eu en milieu de championnat. Une 5e place au général, c'est beau. Ouais. Ouais, c'est bien. Et puis d'ailleurs, bah, ça a bien été récompensé avec un contrat de 2 ans, c'est ça? Ouais, 2 ans, Donc, Supercross Motocross. donc c'est sûr que Pro Circuit, je pense, a été content de le récupérer et il doit être content forcément de sa saison, quoi. Ouais. Parce que, ouais, en plus, deuxième, bah, 4 et 5, du coup, non, 3 et 5. Ils font. Ouais, 3e Kitchen, je crois. Ouais. Et ça doit être High 4. Ouais. Et j'ai vu que March Banks était out en 2e manche, je crois. Ah ouais, c'est vrai que j'ai même pas fait attention. Ouais, donc tu sais pas, t'as aucune idée de ce qui lui est arrivé. J'ai pas regardé, j'ai pas scanné son Instagram pour voir s'il y avait quelque chose. On va parler non, on peut parler tout de suite de Digan on va parler de SMX un petit peu en fait. T'en es où au niveau SMX? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aimes bien? Est-ce que pour toi c'est le petit truc pour rigoler à la fin de l'année? Est-ce que genre je pense pas qu'on va définir le favori du championnat de Supercross l'année prochaine à partir des résultats du Super Motocross, mais à quel point est-ce que tu es investi en tant que fan dans le fait de regarder ces 3 courses de fin d'année? Est-ce que tu es excité un petit peu ou est-ce que tu n'en as pas grand-chose à faire? Non, je suis content. De toute façon, déjà, dès qu'il y a des courses à regarder, et aux US principalement, parce que c'est vrai que le GP, l'Europe, je regarde pas trop, mais dès qu'il y a des courses à regarder, je suis content. Ça fait une activité à faire. Enfin, non, c'est toujours sympa. Et puis en plus de repartir à zéro aussi, c'est pas mal. Enfin, presque à zéro du coup, parce qu'ils partent quand même avec un classement de base. Mais je trouve que ouais, ça redistribue les cartes aussi à nouveau. Et c'est une occasion de plus, même pour les pilotes, de repartir à zéro pour essayer de regagner quelque chose. Enfin, c'est vrai que quand tu arrives à la fin du championnat, alors comme l'année dernière ou comme cette année avec Sexton, où t'en as un qui est loin devant, que le championnat est plié, que tu sais, bon, c'est déjà qui va gagner. Enfin, quand Lawrence a été out, il y avait un peu de bataille avec Hunter, mais Sexton Hunter. Mais bon, on savait quand même que Sexton avait le dessus, et moi, très vite, enfin, je disais, bon, c'est bon, Sexton, ce sera pour lui, quoi. Donc ouais, c'est dommage. Et Digan, pareil, qui a pas perdu une seule fois, enfin que vers la fin ou la semaine dernière, je crois, on a dit qu'il avait perdu des points sur la 2e place pour la première fois. Ouais, la semaine dernière. Ouais. Donc avant ça, on voyait très bien sur quoi on se dirigeait, alors que là, bah, c'est plus court. Et je me souviens, l'année dernière, on a vu un Shimoda un peu se transcender, aller mettre justement un petit coup d'épaule à Digan au SMX. Donc t'as des petites révélations comme ça, t'as les mecs qui se donnent et qui repartent à zéro, prendre un gros billet, etc. Donc non, moi je trouve ça cool en tant que fan, c'est sympa. Ouais, je trouve que tu as les pilotes qui ont bien performé, qui veulent confirmer, mettre un petit point d'exclamation sur leur année à la limite. Et puis tu as ceux qui ont eu une année un peu pourrie et qui se disent bon vas-y, c'est au moins l'occasion de terminer sur une bonne note, quoi. Ouais. Et du coup, par rapport à l'époque on avait la Monster Cup, tu aimes plus là le SMX, 3 courses, un petit championnat et tout, ou pour toi c'est le même niveau d'intérêt que quand c'était la Monster Cup? Ah, bah, l'avantage avec ça, c'est que ça déroule du coup sur 3 semaines, donc ça t'en donne un peu plus, quoi. Mais c'est vrai que le principe de la Monster Cup aussi, j'aimais beaucoup, et je trouvais ça dommage quand ça a été supprimé, mais ouais, j'ai envie de te dire, il me faudrait tout, mais après, les pauvres pilotes, ils en peuvent plus après, quoi. Non, ouais, je pense que quitte à choisir vraiment entre les deux, bah, je préfère quand même le petit championnat parce que ça t'en donne sur plus longtemps et que et ouais, ça redonne une chance. Encore une fois, t'as une chance à nouveau, t'as perdu la première, mais il te reste la 2e. Les points sont triplés. En plus, je trouve que le système, justement, il permet vraiment que ce soit pas bouclé dès le début, quoi. C'est vraiment, ça fait en sorte que jusqu'à la dernière épreuve, rien n'est joué, même s'il y en a un qui a gagné les 2 premières, par exemple. Rien n'est joué quand même jusqu'à la fin. Donc, je trouve ça pas mal. On va voir comment les points, ça se déroule cette année. Les règles sont les mêmes, mais c'est vrai que l'année dernière, en fait, on a eu du bol que Sexton gagne la première,
que Roksen gagne la deuxième devant Lorenz et que ça a vachement tout resserré et qu'on était quand même dans une situation de le vainqueur l'emporte en gros à la dernière épreuve. Je pense que rien qu'avec les points que tu as avant de commencer les playoffs, puis les 2 courses, avec la deuxième où les points sont déjà doublés, si un mec, tu vois, la Sexton va commencer en tête et donc aura 3 points d'avance sur Hunter Lorenz, Anderson va commencer 3e avec 5 points de retard, Plessinger va commencer 4, Lorenz, j'ai noté, Jet Lorenz il va commencer 6 avec 9 points de retard déjà sur Sexton. Donc si Sexton il gagne la première, il va être 12 points derrière Lorenz, et admettons que Sexton, et encore si Lorenz finit 2, et admettons que Sexton gagne encore la deuxième, là tu te retrouves avec encore 18 points de retard pour Lorenz, tu vois, en considérant que Lorenz il fait 2 à chaque fois. Pourquoi pas 15? Vas-y, qu'il avait eu. Là il a combien, moins 9? Là il est à moins 9, donc tu rajoutes la première épreuve 3, donc ça fait moins 12. Ah oui, l'autre épreuve, ok, ouais, 6 parce que c'est doublé. Et donc 18. Ok. Ouais. Et donc là, tu vois, même s'il y a 9 points d'écart entre la première et la deuxième place, bon, bah, Sexton il peut finir deuxième et il peut même finir troisième de la troisième épreuve et il est assuré de gagner. Ouais. Donc après, il faut quand même finir troisième. Déjà, voilà, c'est troisième avec Tomac, Webb, Roksen. Mais donc, ouais, si t'as un mec en fait qui gagne les 2 premières, et surtout là, si c'est Sexton qui a déjà 3 points d'avance et que derrière lui, les mecs sont un peu irréguliers, ça peut vite créer un écart aussi. Donc, ouais, mais à la fois, voilà, t'as quand même pas le droit à l'erreur parce que c'est quand même triplé à la fin. Donc voilà, tu dis troisième, c'est pas comme des situations où faut qu'il fasse 17 ou mieux, tu vois, pour gagner le championnat à la fin. Ouais, c'est clair. Après, c'est sûr que c'est un championnat beaucoup plus long et que c'est pas que sur 3, mais c'est vrai que en condensé comme ça, c'est un peu le principe de la course à l'américaine aussi, où c'est court mais c'est très intense du coup, quoi. C'est que t'as pas trop le droit à l'erreur, pas de chute et tout, parce que sinon, t'es out, quoi. Moi, ce que j'aime bien avec le Super Motocross par rapport à la Monster Cup, c'est le fait que ça attire au final la deuxième année. On voit que tous les mecs qui peuvent le faire, ils veulent le faire. Les tops comme les privés, parce que bon, bah, pour les privés, même quand tu finis 15e, il y a quand même un bon chèque à prendre. Et les tops, enfin tu vois, Hampshire, Tomac et Webb, ils seraient jamais revenus en fin d'outdoor s'il n'y avait pas le SMX, tu vois. Les années précédentes, ils seraient dit on se voit à Anaheim, quoi. Donc c'est ça, déjà c'est top parce que d'une tu les retrouves en Supercross, ils sont un peu plus pressés de revenir, et en plus du coup ouais, tu vois que les pilotes sont investis quand même dans les 3 playoffs, et je me demande, ça se trouve maintenant peut-être que les contrats ils négocient aussi des bonus, mais alors t'imagines le mec il gagne le Super Motocross, il a un bonus de son contrat avec le team plus le bonus SMX, le 1 million de dollars à gagner. Il y a de quoi aller faire des ronds, quoi. C'est clair. Après, ça s'achète 4 baraques, ça se met sur Airbnb et puis retraite. Hein. C'est clair. Donc, ouais, Super Motocross, j'aime bien. Je suis un peu triste que cette année, ils ne repassent pas la finale dans le Colisée de Los Angeles comme l'année dernière. Je trouvais que c'était super cool, comme les vieilles courses de Supercross. Là, cette année, a priori, les 3 épreuves vont être dans des pistes de dragster, donc on va voir ce que ça donne. C'est trop long, un peu comme Atlanta, tout ça là, à l'époque du Covid. Ouais, alors même pas, parce que tu vois Atlanta, après si ça va peut-être se rendre un peu pareil, mais Atlanta c'était sur des trucs de NASCAR, donc ils prenaient une partie de l'ovale. Les dragsters, c'est le truc où ils font vraiment que la ligne droite là. Et le premier SNX du coup c'était sur une piste comme ça l'année dernière. Je me souviens plus trop, moi je me souviens principalement de celle où ça faisait un peu chicane là, avant le saut d'arrivée. Ouais, où Roksen a gagné. Ouais, donc ça c'était plus même configuration que Atlanta et Daytona. Et donc la dernière c'était vraiment dans un stade. Bon, cette année du coup on va voir, au vu des track maps, des plans de piste, ça a l'air un peu plus redondant que l'année dernière. Je trouvais que les 3 pistes étaient quand même assez variées, avec une dernière qui faisait quand même très Supercross même si on n'avait pas de whoops. Ils pourraient mettre des whoops au Super Motocross, genre pas forcément sur les 3 pistes, tu vois, mais l'année dernière où c'était une piste où au final c'était dans un stade, tu atteins pas des vitesses énormes, t'es pas obligé d'assouplir entre guillemets la moto parce que la piste va se défoncer ou quoi. C'est pas comme la Monster Cup où on voulait attirer des pilotes européens, là on a que des pilotes de championnat américains qui se qualifient pour pouvoir participer. Donc on aurait pu avoir au final des whoops dans la dernière épreuve de SMX par exemple. Moi je trouve ça bien qu'il n'y en ait pas justement, parce que c'est vrai que les whoops c'est quand même une section qui creuse les différences.
Ouais. Et vu qu'on en a déjà sur 17 épreuves en supercross, je trouve que là c'est pas mal d'avoir en final un peu un terrain de supercross mais sans whoops, donc c'est pareil, ça redistribue un peu les cartes pour tu vois, on enlève une difficulté qui creuse, qui est spécifique au supercross, étant donné que le super motocross c'est un truc justement où on mélange un peu les deux, un mix un peu entre motocross et supercross. Je trouve ça pas mal qu'il n'y ait pas de whoops et que du coup ouais, ça sera avec des enchaînements de supercross sans whoops et de voir un petit peu de pouvoir voilà, certains qui sont plus en difficulté dans les whoops s'exprimer plus à ce moment-là et à l'inverse voir que du coup comme l'année dernière un pilote comme Jet Lawrence, peu importe les surfaces, il est meilleur quoi. C'est pour ça qu'on beaucoup disaient, je pense qu'actuellement c'est le meilleur pilote du monde parce que ce soit en motocross, en supercross, avec des enchaînements de supercross, un peu de motocross, enfin peu importe ce que tu lui mets, il est devant les autres quoi. De toute façon, comme il dit souvent dans le Pulp and Show, tu mettrais 2 barils au milieu du désert et il faut tourner autour. Généralement, tu auras souvent à peu près le même résultat que sur la course avec une piste. Enfin, le meilleur pilote, c'est le meilleur pilote, quoi, un peu, quel que soit ce que tu lui mets. Là, avec un Jet Lawrence, ouais, sans Jet Lawrence, tu vois, je suis moins sûr, quoi. Ouais. Je pense qu'avant, ouais, il y en a un peu, chacun un peu a ses spécialités. Tu vois, je pense que sans Whoops, par exemple, un Webb, ça l'arrangerait peut-être un peu, tu vois, lui qui est pas ultra rapide dedans. Mais je sais pas, parce que Webb en 250 sur la YAM, les whoops, c'était pas une faiblesse, tu vois. Ouais. Alors après, en 450 sur la YAM, j'ai envie de dire que tout était un peu une faiblesse, à part quelques courses où il a fait des trucs pas mal. J'ai pas souvenir que les whoops c'était plus dur qu'autre chose. C'est vraiment après le passage sur KT, je trouve, où il a commencé à avoir du mal dans les whoops et à adopter la technique Marvin de sauter, et puis après les pistes aussi allaient vachement dans ce sens-là, quoi, mais enfin, faisait que le sauter n'était pas tant un désavantage. Mais ouais, je sais pas si en tant que pilote vraiment, alors oui, il est pas aussi rapide dans les whoops qu'un Roczen ou qu'un Lawrence. Mais ouais, je sais pas. Roczen, il rentre 13e, enfin il commence les playoffs à la 13e place avec 16 points de retard sur Sexton. Là, ça va être compliqué pour lui, par contre, de faire comme l'année dernière et de jouer le titre à la fin. Ouais. Tu rajoutes en plus, il est donc retour de blessure. On a vu que physiquement, il a manqué un petit peu. Je m'attends pas à ce qu'il finisse devant Sexton, devant Jet, devant Tomac et même devant Hunter et Plessinger. Pas forcément, quoi. Peut-être à peu près. Non, ce serait injuste de dire qu'il sera au niveau de Plessinger dès la première épreuve, parce que Plessinger roule quand même bien. Ouais, en motocross, en supercross, c'est. Bah, remarque, en supercross, c'était pas mal aussi. Il a gagné une course, mais... après c'était Gadou, mais il a gagné une course. Oui, Prado aussi, il a gagné une qualif dans la boue. Donc, ouais, mais il a gagné un main, Plessinger. Oui, dans la boue. Et moins dans la boue que Prado, quand même. Ouais. C'était gadoueux, mais c'était roulant quand même, San Diego, cette année. Ouais, ben oui, et encore, non, en plus c'était Roczen, ça me revient, c'est Roczen qui était devant et qui chie, sinon mais sinon il la gagnait pas, Plessinger. Ah, je me souviens pas. Mais il était devant et là, avant un whip tap là, et il se casse la gueule alors qu'il lui avait mis je sais pas combien. Non, il a gagné même pas en plus cette course-là, c'est la profité de fait de course. Okay. Donc si Roczen finit devant Plessinger au SMX, dès la première épreuve. Dès la première, Et le format du coup, Super Motocross, 2 manches, 20 minutes. Je m'en souvenais même plus, tu me parlais de 2 manches, je ne savais plus s'il y avait de la qualif, c'était le format. Il n'y a pas de hit, c'est essai chrono. Donc là, je crois que, je ne sais pas si c'est les 18, mais je crois que ce sont les 20 premiers au classement général Super Motocross qui sont directement admis dans les finales. Et ils font des repêchages avec les 20 suivants pour en admettre que 2 de plus, je crois. Et avoir des courses du coup de 22 pilotes. Et du coup, c'est 2 manches de 20 minutes et un tour. Les manches ne marquent pas de points, c'est classement olympique. 1 point pour la première place, 2 points pour la deuxième. Celui qui a le moins de points au cumul des 2 manches remporte là les 25 points pour l'épreuve. Même principe que les triple crown en fait. Ouais. Sauf que là, c'est des double crown. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce format-là? C'est une bonne façon de faire? T'aimerais voir... ouais, puis c'est pareil. T'aurais une autre idée pour mixer un peu les 2 disciplines, ou tu penses que c'est le meilleur compromis? Non, moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal parce que effectivement non, ça mixe bien. C'est que t'as 2 manches qui comptent
mais qui compte moins qu'elle compte en motocross. Que tu donnes pas 25 aux 2 manches, donc tu donnes 25 pour le général des deux. Donc en gros, quand tu fais une moyenne, bah voilà, tu peux exceller. Enfin, si tu fais une grosse merde au premier et que tu fais très bien au deuxième, ça fait une moyenne, donc c'est moins catastrophique que si on distribue des points à chaque manche. Donc ouais, non, je trouve ça pas mal. Et puis en plus, c'est du coup une autre façon de compter. Encore une fois, c'est un autre championnat, quoi. Du coup, c'est ce qui fait que c'est un autre championnat, quoi. C'est pas un truc, ouais, c'est du supercross et bah juste on te met 2 finales au lieu d'une. Et moi, je trouve ça pas mal, ouais, pour vraiment faire un mix des deux et donner le nom d'un championnat à part entière, quoi, en fait. Et donc du coup, Aiden Deegan qui gagne la dernière manche de l'année avec la manière en outdoor. Est-ce que c'est lui le favori pour le super motocross en 250 ? Je pense que oui. Je pense que nos favoris 250, ce sont, je les ai notés, Deegan, Kitchen, Hampshire et Bial, quoi. Ouais. Je pense que c'est eux les 4 top. Et d'autant plus que ce soit supercross ou motocross, pour le coup, les deux ont été devant. Tu vois, un Faulkner, même si je trouve que les pistes de super motocross, ça apparente plus à du supercross qu'à du motocross. Un Faulkner, tu vois, ces derniers temps, c'est très bon en supercross, après très peu de motocross pour blessure, mais le peu de motocross qu'il fait, du coup, c'est pas terrible, quoi. Les résultats sont pas terribles. Donc, alors que là, on a des pilotes qui, autant en supercross qu'en motocross, ceux qui étaient devant, ceux qui dominaient. Donc, oui, ça reste les favoris pour le super motocross sans hésitation. Ce que je veux dire, c'est que voilà, pour Faulkner, tu peux peut-être hésiter un petit peu plus parce que supercross très bon, motocross plus difficile, donc peut-être que lui, ça va être un peu mitigé. Même si au final, voilà, comme je le disais, ça s'apparente quand même plus à du supercross, donc j'aurais quand même mis par là. Et d'ailleurs, lui, on ne sait pas ce qu'il fait, s'il a repris la moto, si... je pense pas qu'il ait repris parce qu'après son opération au cerveau, c'était attendu qu'il reprenne début septembre, dans le meilleur des cas. Ouais. Donc, à mon avis, il prend le temps et c'est certain qu'on ne le verra pas au super motocross. De toute façon, je pense qu'il a pas assez de points pour être qualifié. Ouais. Je sais même pas s'il a assez de points pour participer. Il n'y a pas, si tu gagnes une épreuve de supercross, t'es qualifié d'office. Ah si, t'as raison. Ouais. Donc, mais oui, tu vois, il aurait été qualifié. C'est ça ce que je me dis, c'est que t'es qualifié d'office. Mais comment, donc ça veut dire que tu prends la place de qui comment il est fait? Parce que normalement, tu prends les 20 premiers sont qualifiés d'office. Mais si lui, il n'est pas dans les 20 premiers, parce qu'il s'est blessé et qu'il en a gagné une, il se positionne où parmi ces 20? Bonne question. J'en sais rien du tout. Alors, parce que j'allais dire, peut-être qu'ils en prendront 23 derrière la grille et pas que 22, parce que c'est des pistes plus longues, donc ils peuvent se le permettre. Mais s'il y en avait 5 qui gagnaient une manche de supercross avant de se blesser comme Macadou. Non, mais je pense que... Ouais, Macadou aussi. Macadou, je crois qu'il s'est refait mal ah ouais, à l'entraînement en essayant de revenir pour l'outdoor, et que du coup, ce sera pareil l'année prochaine, je crois, ou peut-être SMX, mais... du coup, je pense... Tu es qualifié d'office et de toute façon, après ton entrée sur la grille, c'est en fonction de ton temps chrono aux essais. En revanche, pour le nombre de points au début du championnat, si tu n'es pas dans les 20 premiers, tu as 0 points de toute façon. Tu es au-delà de la 20e place. Au-delà de la 20e place, c'est 0 points. Ouais, mais moi je parle je pense que c'est comme ça. Ceux qui sont qualifiés, quoi. Ouais. Parce que les 20 premiers sont qualifiés d'office. Ouais. Au chrono. Ensuite, tu mets ce groupe de 20 là, ils font des chronos, ça détermine la place sur la grille. Tu rajoutes Faulkner, tu en mets 21 sur le groupe de chrono, tu vois. Et l'autre, sinon, il va repêcher. Ah oui, d'accord, il est qualifié d'office pour pouvoir aller y participer, mais ça se peut qu'il passe au repêchage en fait. Non, repêchage, c'est ceux qui, dans les points, sont de 21 à 40. Ne me regarde pas comme ça, je fais pas les règles. Bah ouais, mais non, mais s'ils sont 5 à avoir fait ça. Enfin, déjà, rien que là, on compte Faulkner, on compte Macadou qui ont gagné et qui sont out du top 20. Ouais, mais ça ferait une finale à 24 au lieu de 22. Ouais, c'est le marché le truc, quoi. Non, mais. Le chef, rajoute-moi un le pilote là. Oui, ce sera pas mal. Je sais pas combien de places exactement il y a sur la grille en super motocross, mais. Enfin, tu vois, il pourrait clairement faire des courses à 30 pilotes sur les pistes que c'est. Elles sont assez grandes, c'est pas gênant. Donc, je sais pas. Écoute, à la limite, j'essaierai d'envoyer un mail à Feld pour savoir s'ils ont des réponses à ce sujet-là, des éclaircissements sur la règle. Comment ça fonctionne dans ce cas théorique. On va peut-être d'abord lire le règlement, parce que ça se trouve c'est écrit, hein, ils vont nous faire foutre. T'as qu'il a le règlement. Ouais, c'est possible. Mais Je pense quand même qu'ils y ont réfléchi à ce truc-là, parce que, ok, c'est scénario peu probable, mais il faut quand même l'envisager. Que si t'avais 5-6 pilotes qui aient gagné, et enfin, tu vois, genre,
Ne serait-ce que imagine Non, Digan, Vial, c'était fait exprès Kitchen, pour machin. que si un top pilote ne veut pas participer à l'outdoor, puisse quand même participer sans Ouais. avoir à passer par le repêchage au super motocross. Donc oui, ils y ont clairement pensé. Mais alors, quelles sont les décisions qu'ils ont prises? J'avoue que je ne sais pas. Donc Digan, c'est quand même plus favori que les trois autres, je pense. Ouais. Favori pour le motocross l'année prochaine. Le championnat outdoor 2025. Oui. A priori, il va être en 250 toute l'année prochaine aussi, donc favori. Est-ce qu'il est favori pour le 250 Supercross aussi, quel que soit Ouais, la et cote? puis je pense que là, il s'est pris une gifle, moi, avec le 250 de cette année, là, de Supercross. Je pense qu'il se voyait déjà champion en arrivant là. Il avait un melon comme ça. Vu qu'il est arrivé avec une petite blessure au poignet, Ouais, mais tu vois la peut-être mentalité, peut-être un qu'il peu savait timide, que mais... ce serait... Enfin, il est arrivé, il sortait d'amateur où il avait fait 12 en amateur, je crois, la course juste avant de passer pro. Et il a fait une saison de pro où il finit quoi, de vice-champion aussi, SX Ou 3, parce qu'il y avait Shimodu. Ouais, non, il a pas fini deuxième, je crois pas, Ouais. pour le Supercross l'année dernière. Bon, enfin, il avait gagné une hit, ou enfin, il avait fait des choses prometteuses, il s'était bataillé un peu devant, enfin voilà, il avait fait des choses quand même. Ouais. Donc il était au niveau des premiers, même s'il en manquait pour gagner le championnat. Là, je pense avec voilà, toute la préparation et tout, enfin surtout qu'il avait gagné le SMX après, il gagne le Ouais. SMX. Donc plus hiver de préparation et tout, même s'il y a une blessure, je pense que le mec il se voyait déjà, et ceux qui étaient devant lui, Hunter n'est plus là, Cooper était encore là en... Non, il Non. n'avait pas le droit de faire le Supercross l'année dernière. Ni le Super Jason Motocross. Cooper. Super Motocross, il l'a fait en 450, Ah oui, exact. il a fait l'outdoor 450. Non, il y avait pardon, qui d'autre qui est parti Jason Cooper, il a fait l'outdoor en 250 l'année dernière. Oui. Et, c'est pour ça qu'il a pas roulé en Supercross. et en super motocross, du coup, si, il était sûrement là, parce que je pense qu'il a dû marquer assez de points, mais je sais pas, ou alors il s'était fait mal, je sais plus. Enfin bon, voilà, donc lui, je pense que dans sa tête, c'est je suis attendu à être là et moi je m'y attends à y être. Et que voilà, il y a qui sur ma côte Vial, je pense qu'il s'attendait pas à ce que Vial. Moi, je m'y attends à y être. Yes. Et donc, ouais, non, je pense que lui, et puis voilà, je te dis, il arrivait avec un melon, genre tout ce qui arrivait, c'était jamais de sa faute, je te fais des doigts, je suis au-dessus de tout le monde, je suis derrière, je suis au-dessus de tout. Et je pense que là, il s'est pris une gifle. Déjà, t'as pas gagné, mon pote. Et de deux, même en vitesse pure, du coup, non seulement oui, il y a eu des chutes au départ, il y a eu des trucs un peu, mais même en vitesse pure, enfin même à la finale, il est resté derrière, enfin je crois que c'était la dernière qu'il est resté derrière Vial. Non, c'était pas la dernière il l'a gagné. Il a gagné. L'avant-dernière, du coup, c'était où il fallait encore gagner des points, mais il est parti devant Vial, Vial l'a doublé, il est resté derrière Vial toute la course. Donc je pense qu'il s'est pris 2-3 gifles dans la tronche en Supercross et que ça va rabaisser un peu son caquet et lui donner encore plus envie de bosser pour. Ça va pas rabaisser son caquet. Il va aller bosser, mais ça va pas rabaisser son caquet. Mais en Supercross, si, parce que là, il a commencé à reprendre le melon et à rouvrir sa grande gueule quand il s'est mis à gagner en motocross. Enfin, quand il s'est mis à gagner. Dès le début, il est arrivé, il a gagné. Je pense qu'il n'existe pas de cadenas assez fort pour maintenir la bouche de Digan fermée. De perdre aussi, je pense, parce que tu vois, en Supercross, ça l'avait calmé un peu dans ses interviews. Il redescendait, il a bien roulé, machin, alors qu'au début, c'est ouais, je suis le meilleur et je vais tous les assassiner, machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, moi je suis un ouf et tout. Voilà, que comme ça, le mec. Mais là, après, il avait revu son discours d'interview à chaque fois. Et là, en motocross, c'est redevenu comme ça, sauf que là, il prouve, donc on peut pas lui jeter la pierre. C'est ouais, je les ai atomisés, oui, tu les as vraiment atomisés, donc voilà, on aime bien, en plus, quelqu'un qui a une grande gueule et qui fait, quoi. C'est je parle, mais j'agis, tu vois. Ouais. Et donc en motocross, voilà, il y est, mais je pense qu'en Supercross, là, il va retourner bosser, et oui, il gagnera la première, il aura la même grande gueule, et voilà, je suis là, machin, pour toutes les bouches qui parlaient, je sais pas trop quoi, parce que c'est pareil, quand tu l'écoutes, t'as l'impression que le monde est contre lui, et que tout le monde le déteste, mec, 1 million de followers sur Instagram à 12 ans, et tout le monde le déteste. Est-ce que quand t'es le meilleur, t'as le droit d'avoir une grande gueule comme ça? Est-ce que toi, quand c'est le meilleur qui a une grande gueule comme ça te plaît? Parce que tu vois, si je reprends le basket, je trouve que Curry, parfois, il est un petit peu insolent dans ses célébrations de panier, des trucs comme ça, tu vois. Et ouais, mais c'est pas... ouais. Il paraît que Jordan, c'était le champion de ça, tu vois, le trash talk. DV, il en parlait dans un de ses débriefs. Et il racontait qu'il y a une fois où Michael Jordan, il a pris un lancer franc, il a dit à un des mecs de l'équipe adverse, moi je me souviens plus parce que je connais pas du tout, mais c'était un mec qui apparemment était claqué au lancer franc, il a dit celui-là il est pour toi, il l'a tiré sans regarder, les yeux fermés, et il l'a mis, tu vois.
Genre, c'était insolent à ce niveau-là, tu vois. À côté de ça, c'est limite même, il est mignon, quoi, Digan, à côté, j'ai envie de dire, à côté de Jordan qui prend un lancer franc en fermant les yeux, ou de Curry qui, après un 3 points, fait je les ai couchés, tu vois. Mais après, c'est peut-être plus ancré dans la culture basket. Mais ouais, parce que tu vois, je le vois pas pareil. Et ça, c'est quelque chose, genre moi, tu vois, qui ai fait du basket, je célébrais les 3 points, les trucs comme ça, tu vois. Mais c'était même pas, enfin, tu vois, c'est pas une célébration. Ouais, tu peux célébrer à la Sexton où c'est le point, yes. Voilà, et tu peux célébrer à la Curry où c'est genre, allez dormir. Ouais, mais tu vois, même quand il fait ça, je sais pas, c'est pas ciblé sur quelqu'un directement et ouais, je sais pas, je compare pas de la même façon. Je trouve que Digan, ce qu'il fait, c'est pas juste célébrer des grosses perfs. Quand Digan il dit je leur ai montré à tous, du coup c'est pas ciblé à une personne en particulier. Oui, quand il dit ouais, Amos il me cherchait toute l'année, bon voilà, il est à côté de ses pompes, mais quand il dit je les ai atomisés et je voulais leur montrer, là c'est pas dirigé à une personne en particulier, tu vois. Ouais. Et ça paraît quand même arrogant. Ouais, je sais pas, tu vois, de comparer les deux, c'est vrai que dans le basket, ça me choque moins que, enfin, quelqu'un, ouais, qui célèbre, ouais, comme Sexton, qui lève le bras quand t'as gagné, machin, que t'es content, mais tu vois, par exemple, un Webb qui se retourne sur le saut d'arrivée, qui fait ça à Roxanne. Mais moi, en vrai, par contre, j'aime ça, mais tu vois, ouais, je sais pas. Ça met un peu d'épices dans ton plat, non? Ouais, mais tu vois, mais à la fois, je pense que quand Webb a fait ça, je l'aimais pas Webb d'avoir fait ça, tu vois. Parce qu'il a fait ça à Roxanne. Il a fait ça à Roxanne. Mais du coup, ouais, j'appréciais pas ce qu'il faisait. Et ça n'empêche que c'est quelque chose, oui, quand il met plaque rouge, red plate, là, sur le panneau et qu'il demande à son mécano de le montrer à Roxanne juste avant le départ, tu vois, pour jouer sur l'aspect mental. Ça, moi j'aime bien, ça rajoute du piment. Et ce que je préfère, c'est quand t'en as un en plus de l'autre côté pour répondre à ça, tu vois, qui serait dans le même mental game. Si Webb il fait piou-piou à Digan, là, tu vas kiffer, là. Ouais, voilà. Ouais, je pense que quand t'es. Ouais, je pense que là, quand les deux vraiment se chamaillent comme ça et. Mais ouais, je sais pas, c'est ce que faisait Digan. Enfin, je pense que c'est un tout. C'est qu'aussi Digan, je te dis, c'est que le monde était contre lui. C'est ouais, machin, on fait tomber, je te fais un doigt quand je tombe. Tu vois, ça, c'est même pas célébrer, c'est même pas dire ouais, je les ai atomisés et tout, machin. C'est faire un doigt, machin, parce que. Alors que, mec, redescend. Hein. Enfin, je veux dire, regarde ce qui s'est passé, regarde la télé, sois pas con, quoi, tu vois. Avant de juger un truc, il croit que voilà, c'est de la faute de Vial qu'il a fait ci. Enfin, mais par contre, de mettre des rupteurs ou de faire un petit signe genre ouais, vas-y, genre je t'encourage à Vial aux essais, tu vois, pour le perturber un peu, mais ce qu'il fait, lui, il est bizarre et tout. Ce jeu-là, pourquoi pas. Par contre, ouais, celui de faire des doigts quand t'es tombé, en mode c'est jamais de ta faute, avec Amaker et tout, enfin c'est pareil, Amaker pour moi c'est lui, il est venu lui couper la route comme ça, et le gars il gueule encore dessus et tout, mais. Et tu vois un Amaker qui répond pas en plus, genre vas-y, gueule, genre moi je te répondrai pas. Ben, moi j'aurais aimé que ce soit un Barcia en face, tu vois, qui coupe la gueule à Barcia et qu'en plus il vienne s'en prendre à Barcia alors que c'est lui qui lui a coupé la gueule, tu vois. Et là je pense que. Là, vas-y, ouais, soit. Mais faut que Barcia et Anderson il reste encore un petit moment que Digan puisse monter en 450 avec eux. Ouais, mais faut aussi que Barcia il se sorte un peu les doigts parce que Barcia, tu vois, quand on voit que quand il est 12, il met pas de bloc pass ou alors il le fait pas exprès sur un jet, il va le percuter sans faire exprès. Mais après, ça dépend sur qui il va le faire, tu vois. Genre, s'il est 12 et qu'il voit Vince Freeze en 11ème place, il va aller mettre un petit bloc pass là, c'est sûr. Je sais pas, on n'a pas trop vu là, du coup, en Supercross qui était en galère, on l'a pas vu se batailler comme ça devant, alors qu'avant, même sur un Rogan, du coup, il voyait, voilà, tu prends un externe, boum, je vais y aller sans hésiter quand tu es deuxième et que toi t'es premier, mais c'est vrai que pour une 12ème place, on le voit pas trop, mais ouais, non, c'est bien s'il y en a un qui est aussi un peu agressif, justement, aller se mettre des petits coups d'épaule et tout, parce que moi, c'est le pilotage que j'aime aussi, quand ça va se mettre du bloc pass, qu'il y a un peu de spectacle. Ouais, qu'il y a un peu de feu entre les deux, tu vois, quand tu vois Jet et Anderson s'arracher le menton comme ça, la semaine suivante, tu les regardes et t'as envie de voir ce qui va se passer sur la piste, et au final, voilà, Jet, il a rabaissé son caquet, là, et puis il a été soft avec lui, parce qu'en plus, c'était la chose la plus intelligente à faire, hein, il savait qu'il était plus rapide, et qu'à rentrer dans ce jeu-là, en fait, ben, il gagnait pas. Tu peux pas gagner en roulant comme ça, parce qu'après tous les autres justement ils vont vouloir rouler comme ça avec toi et même des fois à vouloir mettre un bloc pass, c'est toi qui tombes, donc alors que tu aurais pu le dépasser dans l'enchaînement, dans les whoops ou propre, sans contact, sans risquer de toi te mettre par terre, quoi. Ouais. Mais donc du coup on est d'accord pour dire que voilà, Digan, quelle que soit sa cote l'année prochaine en 250, il est favori en supercross, il est favori en motocross et il sera favori pour le super motocross. Ouais, parce que j'avais noté quand même qu'il a une grande bouche, mais c'est un mec qui bosse de fou en fait. Ah oui. Genre, c'est un peu comme, tu vois, Anderson, il a un peu cette image de mec à la cool, qui, enfin, t'as l'impression qu'il s'en fiche un petit peu en fait quand tu le vois comme ça,
mais t'arrives pas au niveau de gagner un titre 450 si t'es pas un bosseur au final. Ah oui, c'est sûr. Et Digan, c'est pareil, t'arrives pas au niveau qu'il est à gagner le titre outdoor une épreuve avant la fin en bossant comme un malade. Et encore une fois, sa courbe de progression. Et c'est effectivement, même si du coup il n'était pas le meilleur cette année en Supercross, du fait de sa courbe de progression, on voit à quel point il a faim. J'ai aucun doute sur le fait que cet hiver, bien évidemment, s'il n'y a pas de blessure, il va vraiment encore progresser et qu'il va être encore plus fort l'année prochaine, quoi. Et Vial, il va falloir bosser dur hein, si on veut battre Digan l'année prochaine, hein, quelle que soit la discipline. Ouais, et puis si on Vial et tous les autres, de toute façon, hein, Kitchen pareil, il va falloir être affamé là. Ouais. Écoute, c'est à peu près tout ce que j'ai noté pour les 250. Bah, moi, je veux juste noter que le vétéran Ensti a envoyé le triple, comme Digan. Je crois que c'est les deux seuls à l'avoir fait aux essais. Aux essais ou au press day? Tu parles de l'arrivée? Peut-être au press day, ouais. Peut-être au press day, Ouais. du coup, j'ai vu les photos et je sais qu'ils l'ont pas fait dans les manches. Il paraît que Bomer l'a fait aussi. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai pas vu. Mais apparemment, ils avaient fait une vraie récep au press day derrière la table d'arrivée. Ouais, et au final, qu'ils ont complètement cassé pour le samedi. Ouais, c'est bizarre aussi ça. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Aucune idée. Si, je crois que c'est parce qu'ils voulaient que ce soit peut-être pas une aussi grosse différence, parce que du coup, quand tu le passais pas, bah, tu avais une grosse bosse à enrouler et tout. Donc c'était peut-être pour pas que ça fasse une aussi grosse différence entre ceux qui le passent et ceux qui le passent pas. Ouais. Je sais pas. Mais ouais, c'est vrai que j'ai attendu ça toute l'année, quoi, de revoir quelqu'un sauter ce saut. Je t'avais parlé la semaine dernière, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont le faire et bon, bah, c'est vrai que pour les courses, moi j'ai pas regardé les vidéos du press day, j'ai vu quelques photos de Digan à nouveau en l'air dessus, mais j'avais même pas vu, du coup, ils avaient fait une grosse récep et tout. Mais en anti-whip. il y a quand même énormément de gros sauts hein, sur cette piste. Ouais, même les deux tables, hein. Celle à l'aller où t'as le. En montée là, ouais. La pelle énorme et qu'après tu retournes et tu te jettes dedans. Ouais. Et puis même après le quart de tour à gauche et la table là à nouveau, elle est aussi bien grosse celle-là. Non, les nations l'année prochaine là-bas, je sais pas si on en a pas parlé tout le temps qu'on a commencé à tourner, mais je sais pas si c'était là-bas. Je savais pas que c'était là-bas l'année prochaine. Ah si, c'est ce que je t'expliquais du coup ouais, tout à l'heure quand on en parlait juste avant de tourner. L'année prochaine c'est aux États-Unis et c'est sur cette piste-là. Ah mais je sais pas si c'était sur cette piste. Les nations du coup, MX Nations 2025, donc ouais, on attendra de voir le calendrier SMX, mais je pense que ça pourrait être cool de se faire des vacances et aller voir deux courses. C'est pas au même endroit, ce sera pas au même endroit des États-Unis, mais ça fait voir du pays. Mais en plus, tu sais, genre, j'avais déjà entendu qu'en 2025, les nations seraient aux États-Unis, mais que la piste n'avait pas forcément été encore décidée. Ça date de l'année dernière hein, déjà. Et je me doutais qu'ils ne retourneraient pas à Red Bull juste 2 ans après l'avoir fait. Et quand je regardais la course, je me disais, mais là, les sauts, c'est un truc de dingue. En plus, je regardais après le MXGP en Suisse, où leur plus grosse table sur cette piste-là, ça devait être la table d'arrivée de Ironman, tu vois. Ouais. Donc je me disais, mais les nations sur un terrain comme ça doit être un truc de fou. Et ben, réponse dans un an, mais j'avoue que je vais regarder ça de près. 450, Chase Sexton gagne le titre, il gagne les 2 manches, et je te dois un grec. C'était quoi déjà le pari? Le pari, c'était, je t'avais dit, il finit même pas dans les 3 en deuxième manche. Je t'avais dit, il va gagner le titre en première manche. Et en deuxième, bah, il va avoir j'ai gagné et tout. Et j'ai envie d'y aller, mais en fait, je m'en fous parce que j'ai gagné, c'est les vacances, ça y est. Et non, Sexton, il disait dans le PPX Show, il voulait absolument gagner 7 courses. Il voulait pas être le mec qui a gagné 6 courses. Et je sais pas, ça le dérangeait que ce soit 6, il voulait que ce soit 7. Donc il voulait vraiment gagner la dernière, quoi, pour en avoir 7. Oui. Bon, grosse perte quand même de Chase cette année, qui gagne toutes les courses une fois que Lawrence part. Et au final, ils se sont partagés. Ouais, ils se sont partagés. 5 et 7, je crois que c'est fait. Il y en a 12. Non, il y en a 11. Depuis l'année dernière, il y a 11 épreuves. Donc. Sûr? Ah oui, je suis sûr. Il n'y en a que 4 alors, Jet. Bah oui, de toute façon, Jet il a gagné la première à Fox. La deuxième, c'est Sexton parce que Jet s'est explosé à Hangtown. La troisième, c'était dans les montagnes, là où Aimas gagne sa première manche, mais pas le général. Et donc là, c'est Jet qui regagne tout de suite après la blessure, de toute façon. Et ensuite, c'est à High Point, c'est la course où, tu sais, Roxane était venue l'année dernière, les grandes ornières dans le sous. Là, il a cassé Sexton l'ornière.
Et donc là, on est déjà à 3, on est à 3 pour Jet seulement. Et la suivante, c'est Southwick avant qu'ensuite il se fasse mal au pouce et qu'il s'en aille. Ok. Ouais, c'est ça. Et du coup, du côté de. De toute façon, on a dit qu'il y en avait 7, donc ouais, c'est ça. Ok. Il n'y a que 11 épreuves. Mais il n'y a que deux qui ont gagné. Depuis qu'on n'a plus Glen Helen et on n'a plus. Ouais, c'est vrai qu'il peut gagner. Ouais, non, parce que les organisateurs, les propriétaires du terrain à Glen Helen, ils ont cassé le contrat à 2 reprises avec le promoteur du motocross. Et ils n'arrivent jamais à s'entendre en fait, donc ils ont arrêté de y aller, quoi. Et les supporters américains sont très tristes parce que c'est une piste mythique, mais bon, peut-être plus tard dans le futur, mais pour l'instant, non. Mais il y a une autre piste aussi à laquelle les pilotes, enfin le championnat allait avant, mais qui a plus, mais ça me revient pas. De toute façon, après, il y en a eu d'autres aussi, même les terrains des années 90 et tout, ou même des débuts des années 2000, je les connais pas. Donc ouais, je te dois un grec en tout cas, parce que Sexton, il a gagné avec la manière, quoi. Ouais. T'es content? Ouais. Ton chouchou? Ouais. Non, oui, c'est bien. Après, voilà, maintenant, je veux le voir avec Jet. Et là, il a quand même ce truc de... Et tu sais, j'y pensais, il a toujours dit, lui, il était fan de Chad Reed en grandissant. Et il a ce petit truc de Reed où au final, il gagne des titres, mais c'est quand ses concurrents principaux, au final, ils se blessent, ils sont pas là, tu vois. Comme Reed qui a gagné en 2002, non, je dis des bêtises, il a gagné en 2004, mais Carmichael n'avait pas participé au championnat parce qu'il était blessé au dos. Et ensuite, il a gagné en 2008, en 2008, Reed, parce que Stewart était blessé au genou. Et il a gagné en 2009 en outdoor, mais c'est pareil, James participait pas et Carmichael était déjà à la retraite, quoi. Ouais. Donc il a un petit peu ce truc-là, Sexton. Alors on va voir s'il finit par. Moi, j'attends quand même. Je me disais en promenant mon chien tout à l'heure, tu vois. Je me disais, j'attends le jour où enfin Sexton, il va rattraper Jet. Il va le doubler et le déposer parce que je pense que ce jour-là, Jet d'un seul coup, il sera beaucoup moins invincible qu'il ne l'est maintenant, tu vois. Déjà avec la chute, je pense qu'il l'est déjà beaucoup moins. Avec la chute, la cabane qui s'est pris la deuxième épreuve. Hein. Je pense qu'il est beaucoup moins, tu vois, on l'a vu, bon après il était sûrement ça je sais pas, parce que de toute façon il avait pas besoin de ça pour aller gagner, en vrai probablement Jet. Alors bon, forcément on n'a pas vu la course, enfin on l'a même pas vu faire un tour face aux autres de façon. Ouais. Non, ouais, c'est sûr. Donc je me dis que... Mais ça n'empêche qu'après ça, du coup il a pas gagné, et le fait d'avoir coupé ce win streak là, je pense qu'il est moins invincible. Après, pas de là à se dire... Il a regagné après Jet. Ouais, mais pas pareil, il s'est partagé des manches avec Sexton quand même. Donc, mais il était un peu froissé physiquement. Je crois, non? Ouais, il n'a pas gagné aussi quand... Manche, si, je crois qu'il a gagné. Voilà. Si, il avait gagné une manche. Donc il s'est repartagé des manches, et alors que personne n'a été capable de lui en prendre une avant ça. Donc, en plus en montant directement en 450, donc voilà, ça allait dans une direction où plus je vais rouler en 450, mieux je vais être, quoi. Donc c'est ce qui rend ce caractère un peu invincible, c'est que j'en ai pas perdu une, je viens de monter, il me reste encore des années, je suis jeune, je progresse encore, enfin voilà, tu vois. Il y a tout ça, que là, boum, là ça y est, j'ai commencé à perdre face à des gens qui pouvaient pas m'atteindre avant. Mon frère, même chose, qui vient de monter en 450, donc, mais qui est pas aussi bon que lui l'année dernière, lui a pris des manches, Sexton aussi. Là, il vient de voir l'outdoor où son Hunter qui lui a pris quelques manches, ou qu'une seule, je sais plus, avant qu'il se blesse, s'est fait dominer par Sexton. Enfin, il y en a quand même pris aussi à Sexton, hein, des premières manches. Mais ouais, non, je pense que moi, mentalement, là, il est moins invincible, et qu'on verra... Je suis pas persuadé qu'on revoit un grand chelem, tu vois. Non, un grand chelem, je suis pas sûr, mais tu vois, jusque-là, quand Jet a perdu, c'est pas il est parti devant, il s'est fait doubler et il s'est fait déposer. Et c'est ce jour-là que j'attends, parce que du coup, pour l'instant, tant que lui-même se met dans de bonnes positions, généralement, il gagne, quoi. Et j'attends de voir le jour où il va partir devant, et il aura peut-être 5-6 secondes d'avance, et Sexton il va recoller, il va le doubler et il va le laisser derrière, un peu comme Carmichael a fait à McGrath, ou tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et parce que je pense que Sexton il en est capable, et je pense que ce jour-là, d'un seul coup, tu seras plus sur... Déjà, on va être choqué, on va dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé là, genre Sexton c'est vraiment Lorenz s'est vraiment fait battre, quoi.
Et ensuite, on va arriver dans les débuts de championnat avec beaucoup plus d'interrogations, genre lequel des deux, après 11 courses ou 17 courses de Supercross, va sortir devant, tu vois. Que pour l'instant, peut-être que le Super Motocross va révéler autre chose, mais j'en doute parce que de toute façon, je pense qu'il sera un petit peu sous-préparé, Jet Lawrence. Mais je considère pour l'instant Jet quand même comme favori pour le Supercross de l'année prochaine et pour le titre motocross, tu vois. Pour le titre motocross, j'ai peut-être plus de réserves, mais tu vois, si Jet domine entre guillemets le championnat Supercross où à nouveau il gagne 10 courses et il gagne le titre sans trop de difficultés, je vais arriver au mois de mai en me disant même si Sexton il est champion en titre et qu'il a été très fort l'année dernière, là il s'est fait battre. Lawrence déjà, du coup il a l'ascendant psychologique, on sait qu'il est très très fort en motocross, et s'il est à 100% physiquement, je vais plus pencher quand même vers Jet que vers Chase. Donc c'est ce que j'attends de voir, mais en attendant, c'est un deuxième titre 450 pour Chase, et ça c'est beau pour la carrière. Et comme disait tout le temps Reed, en fait, de toute façon tu dois participer pour pouvoir gagner. Et tu peux que affronter les pilotes qui sont là. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu, l'année dernière, c'est ah oui, bon, il a gagné, mais Webb et Thomas qui menaient se sont blessés. Là, cette année, c'est Lawrence qui menait et qui s'est blessé. Donc, bon, il y a un petit peu quand même ce côté de. T'as l'impression qu'il ramasse un peu les miettes, quoi. Et en fait, autant je trouve que l'année dernière, avec le Supercross, moi, j'avais vraiment au travers de la gorge parce que je trouve que Thomas, il a fait peut-être une micro-erreur, tu vois, mais enfin vraiment, il a même pas chuté ou quoi, et il se blesse comme ça, c'est ralenti. C'est même pas comme quand tu te fais des croisés parce que tu as planté le pied n'importe comment dans un virage ou quoi, tu vois, c'est vraiment juste. Enfin, il a trop flex sa cheville et le tendon a lâché. Mais là, tu vois, à la limite, Jet, c'est lui il est tombé pendant les courses, il est tombé à l'entraînement et il s'est fait sa blessure, tu vois. Mais je sais plus où j'en venais. Oui, du coup, il y a toujours un petit peu ce côté où on se dit oui, bon, il a gagné, mais mais cette année, je trouve qu'il était quand même, il progressait déjà avant que Jet parte. Ouais. Et il aurait peut-être gagné malgré la présence de Jet, en fait. C'est ça qui est. Et bon, peut-être réponse l'année prochaine, quoi. Ouais. Bon, si on parlait un petit peu de Eli Tomac. C'était quand même une meilleure prestation que Butts Creek. Ouais, c'était mieux. Donc, tu me disais qu'il s'est lui-même retiré de la place pour les nations. Il a dit lui-même que Plessinger la méritait plus que lui. Alors, si tu pars, comme on en discutait un petit peu, si tu pars du principe que, Plessinger l'a battu sur les 4 manches et en plus il finit troisième du championnat derrière Hunter. Ouais. Et donc c'est le deuxième meilleur américain en outdoor cette année. Oui, si tu veux récompenser ce genre de performance, effectivement, Plessinger, il mérite entre guillemets la place. Après, l'idée normalement, c'est quand même de proposer l'équipe la plus compétitive le jour de la compétition. Et quand je vois les progrès de Tomac sur une semaine déjà, je me dis que dans 6 semaines à Matterley Basin, il aurait peut-être été un meilleur choix. C'est un peu le coup de poker, c'est parce que tu connais les années précédentes de Tomac, tu sais qu'il y a 4 titres motocross. Ouais. Donc parce que tu as ça en tête et que là tu te dis peu de roulage et il progresse bien, tu spécules en te disant qu'il va continuer de progresser et du coup il va arriver meilleur que Plessinger parce qu'il a toujours été meilleur que Plessinger parce qu'il a 4 titres Plessinger et il n'a pas une victoire de général. Je crois. Ouais. Voilà, tu prends ces stats-là en lien et tu spécules sur combien de temps du coup 6 semaines, je crois. Dans 6 semaines, les nations. Mais je trouve que c'est. Ouais, et donc spéculer sur quelque chose comme ça, alors que t'en as un qui te prouve, qui te fait toute la saison et qui actuellement c'est le deuxième meilleur américain, tu peux pas faire un choix spéculatif qui. Dans la réalité des choses, je sais pas, je pourrais même pas te donner un pourcentage que ça va réellement se passer comme ça parce que Tomac, oui, il a toujours été au-dessus et tout. Mais déjà, moi, en prenant en compte ces dernières saisons, son retour en Supercross, son retour de blessure comme ça, en Supercross, c'est pareil, il a pas été là où on aurait aimé le voir, là où même je l'attendais, moi, personnellement. Il a pas été à ce niveau-là, tu vois, il a pas été au niveau de concurrencer Jet.
Il y a eu des coups d'éclat, mais il y a eu des fois où Plessinger, du coup, je pense qu'il a été meilleur que lui aussi. Moi, j'aurais bien aimé avoir un comparatif vraiment juste purement résultat du coup de la saison des deux en Supercross déjà. Et pourtant, bah, c'est 2 titres de Supercross aussi, Tomac. C'est je sais pas combien de victoires en finale, contrairement à sur le papier, encore une fois, contrairement à Plessinger. Il y a pas trop photo, tu vois. Et même, du coup, tu vois, imagine un Jet Lawrence qui est, admettons, américain en Supercross. Imagine, tu fais les nations du Supercross, parce que bon, là, en motocross, il nous a fait un 24-0. Je pense que c'est bon, on sait à quel niveau il est, et même si Tomac était à 100%, on sait pas trop entre les deux qui serait où, ou même on mettrait peut-être un billet sur Jet. Mais tu le mets en Supercross, bah, tu te dis, il y en a un, il a 2 titres Supercross, là il s'est blessé, il revient de blessure, etc. Bah ouais, mais tu fais les nations avec lequel des deux, quoi. Mais là, j'ai assez de données en Supercross pour me dire que Jet cette année est meilleur. Mais parce Mais qu'il là, a... j'ai que... Ou tu prends Webb alors, parce que J'ai Jet, que- effectivement, il a gagné. Il en a gagné 4 beaucoup des manches. finales. Mais tu prends un Webb qui finit deuxième et qui est toujours un peu, justement, lui, à ramasser les miettes, à ramasser les points que les autres perdent. Ouais, très opportuniste. Voilà. Et Mais, en plus, c'est 2 américains, donc tu fais le Supercross des nations. Tu prends lequel des deux entre Tomac et Webb. Et en plus, ouais, là, pour le coup, Ben, tu fais le Supercross des Nations au mois de mai, juste après le Supercross, ou tu fais le Supercross des Nations là au mois d'octobre? Parce que si tu me le fais au mois de mai, je te prends Webb. Parce que Webb a, sur 17 courses, mieux performé que Tomac. Et même on s'arrête, tu sais, à la 15e avant qu'ils arrêtent tous les deux parce qu'ils se sont fait mal au pouce. Hein. Et que Webb a gagné, il en a gagné que 2 ou il a gagné un peu plus que ça de finale cette année? 2 ou 3, je crois. ouais, je sais pas. Il en a gagné au moins 2. Là où Tomac a galéré à aller en gagner une et a été quand même beaucoup plus en dents de scie au niveau des résultats. Par contre, si tu me fais le Supercross des Nations au mois d'octobre, là, aux dates du Motocross des Nations, ben, je pencherais plus pour Tomac parce que Webb, il est retombé à Unadilla et il s'est refait mal au pouce et du coup, il a repris 3 semaines de repos entre guillemets. J'imagine qu'il s'entraîne, mais pas de compétition. Alors que Tomac, voilà, il nous a fait 2 courses où, bon, bah, la première, il y avait une 4e place qui était correcte pour un retour en première manche, puis une 2e manche qui était à oublier. Et ensuite, là, 2 manches qui étaient beaucoup plus solides à Ironman. Et je m'attends du coup à avoir un Tomac plus en forme en fait au moment des nations que Webb. Ouais, mais ouais, moi, je sais pas, en l'état actuel des choses, je pense que c'est beaucoup basé sur les résultats passés, les titres, les Oui, victoires, bah, etc. C'est beaucoup basé là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, bah, Après, les tu choses prends- évoluent, les choses changent. Tu prends la dernière fois que Tomac a roulé en outdoor, il est champion, tu vois. Il n'a pas eu ses courses, à part là ces 2 courses, mais où c'est vraiment fraîchement revenu de blessure. Il n'a pas eu de course qui nous indique qu'il y a une baisse de niveau en fait. Donc depuis la moto a changé, peut-être qu'il va jamais être suffisamment à l'aise sur cette moto-là en motocross pour être au même niveau qu'il l'était en 2022. Mais en attendant, les dernières données qu'on a de Tomac en motocross, c'est qu'il est aussi fort que jamais. Et ensuite, là, on a ces données de retour de blessure où évidemment il en manque, mais ça progresse quand même assez vite. Ouais, mais t'as un Plessinger qui prouve et qui encore en plus ce week-end, je pense qu'il était un peu plus proche aussi de. Mais alors laisse-moi te poser le problème de cette façon-là. Est-ce que tu penses, donc a priori l'équipe c'est, je crois pas que ça a été annoncé officiellement, mais a priori l'équipe c'est Sexton, Hymas, Plessinger. Est-ce que tu penses que cette équipe-là a de grandes chances de gagner, a vraiment des chances de gagner au Motocross des Nations en Angleterre? Ouais. Tu penses que cette équipe-là peut battre la France, la Hollande? Bah, Sexton Ou peut gagner l'Australie. sa catégorie, Almas peut gagner sa catégorie. Il y a que Plessinger du coup qui je le vois pas gagner sa Hymas, catégorie. je le vois pas gagner, je vois pas Hymas gagner sa catégorie. Du fait du manque d'expérience, tu sais, ça va être sa première course en dehors du territoire américain, face à des 450. Dans sa catégorie, il y aura Tom Vial, il y aura quoi que ça va être que Sacha Konen parce que c'est Evert, Lucas et Sacha Konen pour la Belgique. Donc, mais il y aura De Wolf. Tu vois, je vois pas Hymas sur 2 manches battre De Wolf et Vial, quoi. En Angleterre, en fait. Ouais, ouais. Ce sera aux États-Unis, je te dirais oui, mais en Angleterre. Bah, je sais pas forcément sur lui que je miserais, mais je pense qu'il peut. Et même Ouais, sans ok. forcément parler de fait de course, tu vois, mais effectivement, oui, il y a quand même le départ face à des 450 et tout. Le tirage au sort aussi sur la qualif, si eux partent. Enfin, il y a d'autres faits de course qui fait que je pense qu'il peut la gagner. Plessinger, du coup,
bah effectivement, déjà, je mettrais Sexton, enfin, quand c'est que 4-5 ans, je mettrais un Sexton devant Plessinger. Et oui, et ensuite, t'as les Australiens, t'as du monde, etc. Mais surtout, est-ce que Tomac ferait mieux que Plessinger? Parce que c'est pareil pour Tomac, hein, Tomac, c'est pas un habitude. Tu vois, on est même pas dans la configuration où Tomac reviendrait de blessure, dans le passé il a été meilleur, etc. Et c'est un Européen, enfin, il roule en Europe, tu vois, il fait les GP. Où là, tu te dirais, ouais, mais lui, il a aussi l'avantage de la piste, donc on lui laisse 3 semaines, un peu comme avec Renault, par exemple, Renault Ferrandis, tu vois, tu te dirais, bon, sans parler du fait que Ferrandis, là, il galère, etc. Mais t'as un Renault qui, bon, là, il revient de blessure. On sait qu'en 450, le peu qu'il a pu rouler, il a été bon, en Nation aussi. On est en Europe, etc. Terrain qu'il connaît bien et tout et tout. Donc là, tu vois, tu pourrais te dire, bon, on prend le passé. Si Renault avait eu un palmarès, du coup, plus élevé qu'un Ferrandis, tu vois, ou, ouais, j'ai pas d'autres pilotes, ou. L'affaire, c'est. Ouais, ou qu'un Feb, mais Fer, il est aussi. Enfin voilà, là tu pourrais te poser la question. Moi je trouve qu'entre les deux, en l'état actuel des choses, tu peux pas faire un choix spéculatif sur ouais, mais dans le passé il était meilleur. Aujourd'hui on sait pas. Et si ça se trouve, Tomac n'arrivera jamais au niveau qu'il avait. Il part l'année prochaine pour sa dernière saison. Et je crois que j'entendais Stewart parler de ça justement en disant que genre ça allait être encore plus compliqué quoi l'année prochaine. C'est que lui il vieillit et que l'écart risquerait de s'agrandir en fait. Je me souviens plus les mots exacts. Il faudrait écouter peut-être ses commentaires pendant la manche. Mais à un moment donné, il part, la saison prochaine. Il dit que les nations, ça risque d'être encore plus compliqué pour lui l'année prochaine. Voilà, oui, c'était peut-être à ce moment-là, parce que voilà, il vieillit, etc. Et donc, bah, pareil sur ses résultats. Moi, là, Tomac, par exemple, en ayant, donc sans parler de je dois le sélectionner ou je dois pas le sélectionner, juste son Supercross l'année prochaine, le motocross l'année prochaine, je ne vois pas gagner le Supercross. Hein. Je ne vois pas gagner le Supercross et même le motocross. Le motocross, un peu plus dubitatif parce que j'ai pas eu la saison de cette année, par exemple, où il a roulé tout le motocross et il a pu me montrer que les résultats sont un peu en deçà de ce à quoi je m'attendais et là où on attendait à le voir. Mais moi, en Supercross, et de ce que j'ai vu cette année, les autres continuent de progresser. Lui, je sais pas s'il devient plus fort que ce qu'il a été quand il a gagné le titre en 2020 et 2022. Donc, ouais, je suis pas sûr. Et donc là, quand il s'agit de faire une sélection alors que t'en as un, et ouais, c'est pas juste pour récompenser Plessinger, c'est juste pour prendre le choix en l'état actuel des choses. Aujourd'hui, le meilleur, les deux ils ont pu faire la course. Aujourd'hui, le meilleur, le moment où je dois sélectionner quelqu'un, Plessinger est meilleur. Donc je peux pas choisir l'autre en me disant ouais, mais dans 3 semaines, il pourra progresser, il pourra aller bien s'entraîner, il fera une rep de plus au développé couché, et du coup, il sera meilleur que Plessinger. On sait pas là. On sait pas, mais on a quand même des données passées qui nous indiquent que, enfin, à part cette année, Tomac a toujours été meilleur que la. Et des données plus récentes où, après, je suis d'accord, Tomac s'est blessé. Mais en fait, mon raisonnement, tu vois, mais donc du coup, toi, tu penses que c'est une équipe qui peut gagner, donc oui, dans ce cas-là, engage Plessinger. Moi, mon raisonnement, c'était si tu prends l'équipe Sexton, Hymas, Plessinger et que tu te dis gagner, ça va être compliqué, mais je pense que c'est une bonne équipe pour le podium, bah autant prendre Tomac où tu es moins sûr. Mais tu dis Tomac, en fait, on peut avoir le potentiel de gagner si ça se passe bien, ou alors ça se trouve, en fait, il va être moins bon et ça va être moins bien, tu vois. Mais genre, on se donne une chance, plutôt que d'y aller en se disant, on est sûr de faire 2 ou 3, mais on n'a pas de chance de gagner. Pas de chance de gagner face à qui, tu vois. Parce que nous, alors, notre point faible, ce serait Plessinger. Bah, nous. Non, mais je me mets à la place des sélectionneurs, des Américains. Mais tu regardes les Australiens. Parce que toi tu dis on n'a pas de chance de gagner, etc. Donc je me mets dans la tête du personnage aussi. Du coup, les Australiens, ils ont Webster. Quel Webster? Ça, c'est leur pilote de nuit, ouais. Bah voilà, c'est leur point faible. Il y a un plus gros point faible que Plessinger pour l'équipe des US, par contre. Ouais, mais. Alors, pas la même catégorie. La Hollande et la France. Et ben en Hollande, il y a qui du coup? Alors en Hollande, a priori, c'est Erlings, De Wolf et Vlaanderen. Mais Vlaanderen s'est fait mal il y a 1 ou 2 semaines. Du coup, bon, au pire, ils ont Koldenhoff en réserve qui a déroulé la semaine dernière. Ouais, mais c'est pareil, Koldenhoff, lui, depuis qu'il est parti de chez Yam, enfin, je trouve qu'il y a une belle progression. Ouais, mais Koldenhoff, c'est un peu le Paulin hollandais où le reste de l'année, c'est pas forcément des trucs de fou. Et aux nations. Et quand même, il avait fini, enfin, je crois qu'en Hollande, justement, quand il avait gagné ses 2 manches, ouais. Et ben, il avait quand même fini vice-champion, il me semble. Il était passé devant Paulin pour le résultat final en MotoGP. Ouais, c'était une ascension. Il est toujours chez Yam, en fait, Koldenhoff.
Ah, c'est chez Fanti plus. Ah ouais, je me souviens plus si c'était chez Beta, chez Triumph, ou je sais même plus ce qu'il a fait. Fanti, donc, mais enfin là, ça change pas grand chose. Ouais, bah, ça change pas grand chose, mais ça n'empêche qu'il est encore moins là qu'avant. Donc voilà, enfin je veux dire, la Hollande, c'est pareil, genre Vlaanderen, excuse-moi, Plessinger, c'est moins un point faible que Vlaanderen pour la Hollande. Et du coup, face à la France, face à la France, mais bon, t'as un Plessinger qui est en pleine forme, etc. T'as un Renault qui revient de blessure, t'as un Fèvre qui revient de blessure qui est un peu en dessous des autres. Donc tu vois, Plessinger entre ces deux-là. Je pense que les deux seront à 100% dans 6 semaines. Ouais, mais est-ce qu'ils seront. Mais Plessinger aussi, du coup. Il sera même à 110%, lui. Il a fait 100% toute la saison et tout. Il a vraiment envie de le faire aussi. Il l'a montré, justement. Il a dit actuellement, je suis le deuxième meilleur américain et tout. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas sélectionné. Quoi, les gars, je suis là, j'ai envie de le faire. J'ai envie de me rattraper l'année dernière aussi, où j'ai été le deuxième, troisième, quatrième choix, et etc. Quoi. Et en vrai, MX des Nations en Angleterre, peut-être Lagadou. C'est ce qu'il a dit aussi, matériel Vessine, ça ressemble à Lunadilla, je crois, genre des grosses ornières. Enfin, c'est un terrain, lui qui est grand et tout, c'est un terrain qui pourrait lui matcher, tout ça. Enfin, il a dit, il y a tout qui est réuni, les gars, pour que je sois sélectionné, sélectionnez-moi. Quoi. Il était là en train de. Il me faisait rire, presque de la peine, tu vois, s'il n'était pas sélectionné, parce que même en conférence de presse. C'est sa lettre de motivation, quoi. Mais c'est ça. Oui, je serai. Le mec, il est obligé de faire sa lettre de motivation, l'autre, il revient de blessure, il est obligé, et avec tout le respect que je lui dois à Thomas, parce que c'est un pilote, je pense que je préfère même Thomas que Plessinger, tu vois, en tant que pilote et tout. Mais tu peux pas sélectionner, tu vois, de lui-même. Il a dit, actuellement, enfin, quand on entendait son interview pendant la manche, il a dit, oui, moi j'ai envie de le faire, etc. Mais je pense que ce qui ferait le choix, c'est à condition que je vienne sur les deux manches, je batte les gars, tu vois, et que du coup, là, ouais, on me donne mon ticket. Mais dans le cas où je les bats pas, je mérite pas plus que Plessinger d'y aller. Donc c'est ce qu'il a dit en se retirant du truc. Il a dit, je pense que Plessinger mérite largement la place, et même au vu des résultats là, même s'il progressait et tout, et moi ouais, tu peux pas faire un choix spéculatif comme ça, d'autant plus si tu le fais et que Thomas te donne rien, tu vois. Et alors là, c'est encore plus chaud, c'est que là, voilà, c'est pauvre Plessinger, c'est pauvre américain qui passes ont pour des lèche-bottes. C'est ça, mais après, tu peux aussi donner l'argument de oui, mais on a pris Thomas parce qu'avec Thomas vient Ligan, qui est leur meilleur pilote de 150. Ouais, mais alors tu vois, ça c'est pareil, ça c'est encore plus dégueulasse quoi. Tu commences à rentrer dans des trucs comme ça où je te donne ce pilote là, si tu prends celui-ci, pareil dans le team quoi. Je te donne Jet, mais tu prends Hunter avec, enfin genre des trucs comme ça, où avant c'était l'inversement. Hunter par là-bas, ok, mais à condition que vous preniez Jet. Alors quand ça se fait comme ça, c'est bien, c'est une bonne chose, tu vois, que les deux arrivent dans le team, etc. Mais que par exemple ça saute du coup un Sexton, il a pas sauté pour ça, peut-être que les trois ils auraient pu les garder, tu vois. Oui, je crois que Honda ils avaient fait une proposition à Sexton. Ouais. Voilà, donc mais dans le cas où il le garderait pas, tu vois, ce serait dégueulasse pour Sexton. Et je te saute, à la base je voulais Jet et toi, sauf que pour avoir Jet, je suis obligé de te faire sauter. Donc je te fais sauter. Tu vois, c'est des trucs qui sont dégueulasses. Et quand c'est pour une sélection au motocross des nations, pour représenter ton pays, que tu réponds favorablement, que tu es présent, ouais, c'est ouf de faire ça. Et puis je trouve que même Yamaha, genre. Mais allez faire ça justement quand vous devez prendre un pilote, que vous devez signer un contrat, mettre des millions, etc. D'accord, là, arrêtez quoi. Alors on a parlé un petit peu des favoris en super motocross 250. Super motocross 450. Alors t'en es où toi du super motocross 450? Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien? Tu regarderas le podcast. Non, donc les favoris, Jet et Sexton. Ouais. Évidemment, je pense que c'est les deux tops. Est-ce que c'est Jet et Sexton ou est-ce que c'est Sexton et Jet? Sexton et Jet. Objectivement ou... Non, je pense que c'est parce que t'as ton cœur qui est orange. Non. non, moi je pense que Sexton en plus il est sur sa lancée et tout, justement, il a progressé et tout, et en prenant les circonstances, Jet blessé, qui revient de blessure, qui part avec des points de retard, moi je pense que Sexton a un petit avantage là à ce moment-là. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu penses de Hunter Lawrence? Alors, on n'a pas parlé de Hunter Lawrence ce week-end à Ironman. J'ai trouvé qu'en deuxième manche, il a quand même dégringolé un peu comme il a pu le faire avant le dernier break. Je pense que la 2025 n'est pas magique et que je pense que les deux week-ends de break
où il a pu récupérer ont été plus bénéfiques que le changement de moto vraiment, et que là à nouveau à la 3e course consécutive avec de l'humidité on ressent qu'à nouveau peut-être il a accumulé de la fatigue sur les 3 dernières courses quoi. Oui, je pense aussi. Hein. C'est ton analyse de coach, pilote du dimanche matin, Ouais. podcasteur, graphiste, prof. C'est ça. Putain, une tête c'est pas assez pour toutes les casquettes. Donc ouais, mais donc pour le super motocross, Hunter, Tomac, Webb et Roczen seront-ils dans le mix? Et Hunter, du coup, ouais, ça me. T'as pas un stylo là? Ça m'étonnerait pas. Et Hunter. Plessinger aussi, on peut le rajouter quand même dans cette conversation, il le mérite. Hunter, ça m'étonnerait pas parce que de beaux progrès aussi en supercross. Là en motocross il était là. Après voilà, c'est physiquement, mais à la fois c'est 20 minutes. Donc C'est le soir, il fera moins chaud. ouais, je pense qu'il peut être dans la conversation pour le podium. Ouais. Hunter Lorenz, non, c'est un peu point il d'interrogation. est 2e Ouais. au classement de départ. Et c'est un peu point d'interrogation pour Webb qui reviendra de blessure, Tomac aussi du coup. Roczen, Est-ce que pareil, si Tomac finit devant Plessinger sur 5 des 6 manches de super motocross, tu te dis du coup, sans parler de peut-être fait de course, tu vois, genre peut-être Plessinger il tombe au départ ou quoi, mais à la régulière il le bat sur 5 des 6 manches. Est-ce que là on se dit bon bah peut-être que Tomac il aurait été bon pour les nations, ou est-ce que de toute façon c'est quand même une discipline trop différente pour que tu puisses prendre quelconque donnée sur ce championnat? Je pense que ça aurait été un choix beaucoup plus difficile du coup, parce que Plessinger a montré une très bonne saison de motocross et là se ferait battre sur du super motocross. Ça reste de discipline quand même, je trouve, voilà, encore une fois que ça s'apparente plus à du supercross qu'à du motocross, donc pareil, tu vas pas trop juger sur la saison de supercross, tu vas pas trop prendre la saison de supercross en compte pour faire ton choix entre les deux. Mais c'est sûr que si le choix pouvait se faire après ces épreuves-là, ça compliquerait les données. Et que je pense, ouais, moi ce qui me ferait faire le choix, c'est d'autres circonstances. Est-ce que je dois mettre plus de sous pour l'un ou pour l'autre? Enfin, je pense que ce serait des trucs comme ça qui m'aideraient à faire mon choix. Parce que sinon, oui, bah voilà, tu te dis Tomac, il revenait de blessure pour les dernières du motocross. Mais là, il se remet en jambes et bah, physiquement, il est bon, il est chaud, etc. Donc, je pense que ça compliquerait beaucoup plus le choix. Mais encore une fois, là, aujourd'hui, enfin, je sais pas, je regretterais pas. Mon choix, je dois le donner aujourd'hui. Ouais. J'ai pris Plessinger, je regretterais pas, même si en super motocross, Tomac fait mieux que Plessinger, parce qu'au moment où on disait, voilà, on pouvait que spéculer sur le futur de Tomac et ses performances. Oui, et puis de toute façon, tu dois soumettre une liste pour le 1er septembre, je crois, le règlement du motocross. Après, on peut le prendre en pilote réserve, Tomac, et puis on dit que Plessinger il s'est blessé. On dit. Et en fait, il est juste en train de siroter des margaritas sur la plage. On peut faire une douille comme celle-ci. Et donc, du coup, ouais, Hunter, t'as dit, tu penses qu'il peut être dans le mix, donc dans la bataille pour le podium, j'imagine? Dans la conversation. Ouais. La conversation pour le podium. Allez, on va la jouer comme ça. Je te donne les règles. T'as Hunter, Tomac, Webb, Roczen, Plessinger, qui vont, je pense, tous les 5 être derrière Jet et Sexton. En vrai, dans mon cœur, je pense que Tomac, peut-être, il sera devant. Vas-y, mets-les-moi dans l'ordre que toi, tu pronostiques à la fin du championnat SMX. Hunter, Tomac, Webb, Roczen, Plessinger. Hunter, ouais. Ok. Tu veux Non, j'ai rien du tout. leur point de... Ça m'intéresse pas. Ah, à la fin, pour savoir où est-ce qu'ils finissent à la fin. Ouais, non, mais de toute façon, je pensais plus pas au point, Ouais. mais genre qui finit devant qui au cumul des manches. Quoi. Ok. Donc, ouais, Hunter, Ouais, Tomac, ouais, Roczen, Webb. Il m'en manquait un, Plessinger. ouais. Putain, merde, alors Plessinger, où est-ce que je le fous dans tout cela? Devant Webb, déjà, c'est sûr. Est-ce que devant Roczen et devant Tomac? Quand même pas. Je pense. Donc tu dirais Hunter, Tomac, Roczen, Plessinger, Webb. Ouais. Si on fait un. Parce que je dis pas que ça sera comme ça toutes les manches, par contre, tu vois. Non, Je pense que Plessinger, des fois, il va finir devant Tomac. Je pense que ce sera plus de manches comme ça Roczen, que ouais. autre chose. Ouais, si on faisait une moyenne à la fin de leurs résultats, peut-être que ce serait ça du coup. Ok.
Moi, en vrai, Thomas, j'y crois. J'y crois, là, je mets ma casquette de fan, là, fanboy, mais j'y crois qu'il va arriver super déter, avec sa fourche toute molle, et qu'il va être, au pire des cas, ce sera le 3e homme, je pense. Et après, pour le titre, il a 14 points de retard avant le départ, donc là, j'y crois moins déjà. Parce que comme on a dit, donc 3, et puis ensuite plus 6, ça fait 9, puis ensuite plus 9, 18. Ah, s'il gagnait les 3, il serait quand même champion, mais faut aller gagner les 3. Ouais, et donc du coup, ton favori pour gagner le titre entre Jett et Sexton, plutôt Sexton, du fait des 9 points, plus la forme physique et psychologique, la confiance avec le motocross. Ouais. Si après, il a aussi à trouver des réglages pour le Supercross, parce que bon, ça a été un peu plus compliqué sa saison de Supercross, même si je trouve que vers la fin, c'était quand même mieux. Il y avait encore des erreurs, des glissades, des mauvais départs, des trucs comme ça, mais je trouve que c'était quand même mieux fin de Supercross. Donc, à voir, mais en tout cas, voilà, lui, il a la forme physique, mentalement, il est bien et tout, donc je pense qu'il va avoir un peu de temps là pour tester en Supercross et avoir une moto qui lui convient. Roczen, ça va être compliqué, je sais plus si on en a parlé là pendant le podcast, mais 16 points de retard, ça va être difficile de faire comme l'année dernière. Hein. Ouais. C'était déjà en train de tourner quand on en a parlé. Donc, je tombais sur la tête. on est devant le double là. Ouais, bah écoute, si Nation, du coup, pour toi, quand même, quel pays est favori pour ce motocross des nations? Je peux en donner plusieurs du coup ou le favori? Ouais, bah, tu peux en donner plusieurs, mais est-ce que tu penses qu'il y en a un quand même qui se détache ou est-ce que tu... Ah, peut-être la France quand même. Ouais. Je pense que... Parce que sinon après j'avais l'Australie comme pays favori. Les US, ces trois-là. France. Après ouais, il y avait la Hollande, mais tu vois, je la mettrais quand même un peu plus loin. Et d'ailleurs, Australie... On a vu que Jett Lagadou, c'est pas son truc. Je dis pas qu'il est pas bon, mais tu vois que ça le fait chier en fait. Genre, franchement, quand j'ai regardé la deuxième épreuve du SX où c'était vraiment la full Gadou, là, bien boueux, je le vois à un moment donné tomber, tu sais, dans un petit intérieur et tout, et je me suis dit, mais en fait, il en a juste ras le bol, ça l'a saoulé. Ouais, mais moi je me suis dit qu'il avait tellement un niveau de confiance en lui et qu'il savait qu'il restait 15 courses derrière ça que c'est pas grave, c'est là je la laisse. Ouais, je grappille même pas le moindre point, tu vois, chaque point compte. Lui, il était pas du tout dans cet esprit-là. Je pense clairement bon, celle-là, tant pis, et je me rattraperai sur les autres, quoi. Celle-ci, je m'en fiche, de toute façon, ça me saoule. Voilà, clairement. Et j'ai pas de doute sur le fait que je vais pouvoir rattraper des points après quand ce sera sec, donc pas de soucis. Bon, là, ça va dépendre un petit peu, est-ce qu'il est motivé pour les nations ou pas, quoi, mais... Ouais. Mais si c'est Lagadou, je m'attends pas forcément à avoir un Jett dominateur comme on a pu... De toute façon, après, avec Lagadou, tout qui est bouleversé. Ça redistribue toujours les cartes, il peut toujours passer des trucs, quoi. Donc, ouais, je pense que clairement, on a peut-être l'équipe la plus solide. Parce que Romain, il peut faire dans les 3 premiers de sa catégorie. Parce que Renault, il pourrait gagner la sienne. Et que Vial, il peut gagner aussi la sienne, quoi. Et quand je dis que Romain, il peut faire dans les 3 premiers, c'est-à-dire qu'il pourrait gagner la sienne. Alors, j'ai mis moins de chance quand même sur le fait qu'il gagne la catégorie MXGP que sur le fait qu'il soit plutôt 2e ou 3e de la catégorie MXGP, Fèvre. Mais il est aussi... Il a le potentiel, quoi. Ouais. Donc ouais, la France. Bon, la Hollande, du coup, tu nous as dit la France... France, USA et l'Australie. L'Australie, ok. Je pense que comme des favoris. Après, tu as aussi la Hollande. Après, là, voilà, même la Hollande, elle peut gagner, mais t'enlèves des jokers ou quoi que ce soit, tu vois. Je pense que juste, tu prends les 3 pilotes, tu compares les 3 pilotes sans mauvais départ, sans pluie, sans un joker, casse mécanique, je sais pas quoi. T'enlèves vraiment tout ça, juste tu compares pilote à pilote. Je pense que la Hollande est un peu en dessous quand même. Et après, il y a l'Allemagne, du coup, c'est qui l'autre pilote 450 Mais je sais pas, c'était un nom que je connaissais pas, je crois. Ou c'est Jacobi, non? Non, c'est pas Jacobi? Je sais pas. Et Lagenfelder en MX2. Ouais. Ouais, donc là, c'est 2 Lagenfelder bon dans la Gadou.
Ouais. Mais après, sur le sec, quand même moins, j'aurais prendre mon départ, Ouais. mais généralement en dessous du reste, quoi. Et mis à part eux, je sais pas. Ouais, bah écoute, peut-être une 7ème étoile. Peut-être. Ou 8ème. Je sais plus, là, je me perds. Non, l'équipe de France en a déjà 7, du coup, parce que ils ont gagné 5 d'affilée avec Paulin. Une en 2001, 7. l'année dernière, et donc là, ouais, ce serait pour la 8ème étoile. Et oui, puisque sur le post Instagram du Brap Show, quand on a relayé l'information, l'annonce de l'équipe, j'ai mis 7 petites étoiles sur le drapeau français. Bon, bah écoute, Clément, alias Mr. Brap, merci. J'ai plus de questions à te poser. Ouais, non, première épreuve du SMX dans 2 semaines. Tu veux nous annoncer des vainqueurs? Ouais, j'ai envie de dire Sexton Digan, quoi. Ouais, moi je vais te dire Kitchen Lawrence. Ok. Tu vois, je voulais même pas dire, je voulais dire Tomac, mais ma bouche elle a dit, dis pas de bêtises, tu dis Lawrence. Ouais. Ouais. Bon, bah réponse dans 2 semaines. Moi, je pars mercredi en vacances et je reviens le mercredi d'après. Donc soit on va tourner le podcast le jeudi, ou sinon on n'en aura pas pour la première épreuve du SMX et on reviendra directement après la deuxième. On verra, on vous dira tout ça sur les réseaux. Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Spotify ou Apple Podcast. Et puis on vous dit soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, soit dans 3 semaines, parce que week-end sans course là. Pas d'MXGP, pas d'MXUS, pas de Super Motocross. Et ça commence quand le Supercross indien? Pas. Ok, bon bah écoute, on va aller rouler. Essayez. Allez, à dimanche matin. Salut. Ciao.